Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour la preview de la Formule 2. Alors la preview on l'a faite sur YouTube on va dire, mais cette fois on va faire la tier list et les pronostics, la tier list des 22 pilotes de Formule 2. Merci beaucoup Batchy28 pour ton 7e mois de Prime, ça commence beaucoup. Et oui, WAM 205, t'as bien raison, c'est Roux de Morgen. God Morgan, je sais pas c'est dans quelle langue FCB Noah 7, j'avoue, j'ai jamais osé te faire la remarque. Mais c'est Roux de Morgen en néerlandais. Si c'est. Ah, c'est du danois! Oh là là. Pourquoi tu parles danois? Pourquoi tu parles danois? Bref, voilà. La Formule 2, vous savez tout le bien qu'on pense de ce championnat. De ce championnat qui nous fait beaucoup souffrir, hein, qui nous fait beaucoup souffrir, les safety cars, les moteurs, les performances aléatoires des moteurs, la fiabilité aléatoire des moteurs, on va dire. Voilà, un niveau un petit peu catastrophique, une promotion pas spécialement reluisante, mais je trouve qu'on a fait pire en termes de promotion de Formule 2. Il y a des choses assez intéressantes quand même dans cette promo, notamment l'arrivée de certains pilotes pro. C'était super la F2, on passe à la F3. Bah non, non, parce que là c'est un live dédié à la F2, donc on peut pas faire ça là. C'est pas comme les débriefs du week-end. Là on peut pas sauter la F2. Certes, c'est vrai. Je vais peut-être en faire sortir quelques-uns, mais il n'y a pas de français cette année. Il n'y a pas de français cette année, c'est la première fois depuis le 2018 qu'il n'y a aucun français qu'il n'y a aucun français au départ de la saison. En 2018, heureusement, Dorian Boccolacci était arrivé en toute fin d'année pour faire les 4 dernières manches de mémoire. Et si jamais il n'y a aucun français qui vient en cours de saison, s'il n'y a pas de Justice, s'il n'y a pas de Naël, s'il n'y a pas de Deligny, voire même de Gilter qui aurait explosé au Japon et qui aurait trouvé 5 millions d'euros cash dans son jardin, eh bien, il n'y aura aucun Français pour la première fois de l'histoire, tout simplement. La Formule 2, alors certes, dans sa version actuelle, on la connaît comme ça, Formule 2 depuis 2017. Avant ça, c'était la GP2 jusqu'en 2005. Puis avant ça, c'était la F3000 jusque 1985, à peu près, quelque chose comme ça. Et avant ça, c'était la Formule 2 en 1967. Et il y a toujours eu un Français à chaque saison. Donc on verra, peut-être que cette saison sera historique de par son absence de Français. Naël, en fin d'année, j'y crois fort. Bah justement, dans les pronostics qu'on fait, je crois que j'ai posé une question sur est-ce qu'il y a un Français qui va arriver en cours d'année. Bref, évidemment, même programme que pour la F3 lundi dernier, enfin que pour la F3 avant-hier. On va faire la tier list. Cette fois, il n'y a pas 30 pilotes, il y a 11 équipes, mais les 11 équipes alignent 2 pilotes. Il y a donc 11 fois 2, 22 pilotes. Vous êtes très bon en mathématiques. J'ai gardé à petit peu près les mêmes catégories que pour le live sur la Formule 3. Alors la première catégorie, je sais toujours pas trop le nom, crack générationnel, est-ce qu'on en a sur cette promotion? Je pense que ça va être sujet à débat. Possiblement F1 matériel, enfin en tout cas un pilote qui peut prétendre, qui peut prétendre, qui doit prétendre à la F1. Futur solide pilote pro, quelqu'un voilà, un petit peu trop juste pour la F1, mais qui pourra s'épanouir ailleurs, en WEC, en IndyCar ou que sais-je encore. Un potentiel à débloquer pour les pilotes, bon, un petit peu mid, mais en fait, tu te dis, hey, parfois il y a un petit truc sympa. Bon, voilà, le bof, le bof, le pilote mid par excellence. Retour en F4 impératif, la dernière catégorie. Bon, bah ça, c'est les pilotes qui n'ont absolument rien à faire là. On n'est surtout pas à l'abri d'un Cordil qui revient de nulle part. Alors, jamais dire jamais, mais là, en l'occurrence, Amaury Cordil, c'est pas comme l'an passé. L'an passé, Amaury Cordil n'avait signé nulle part, et à 1 ou 2 semaines du début de saison, Christian Mansell avait dû déclarer forfait et avait été remplacé par Amaury Cordil. Là, en l'occurrence, Amaury Cordil a déjà signé ailleurs, chez WRT, donc en GT. Euh, donc, normalement, on ne devrait pas le revoir. Voilà, c'est fini. Le prochain pilote belge qui arrivera en F2, ça sera un pilote très talentueux. Alors, est-ce que ça sera un pilote très talentueux ou un pilote extrêmement talentueux? Je ne sais pas, mais voilà, c'est bon. Les Belges, ça va venir. Ça va venir, vous en faites pas. Vous allez vous régaler les années prochaines. Mais pour le moment, il faut encore s'armer d'un petit peu de patience. Malheureusement, je peux rester qu'une heure Percy, je suis pas sûr d'être là pour défendre mon prono, je verrai comment tu me défonceras. La rediffusion arrivera sur YouTube dans la soirée de toute façon. On aura déjà pilote pro pour certains. Bah ouais, c'est le souci. Alors c'est le souci, c'est aussi ce qui fait l'attrait de cette saison, on va dire. Euh,
Certes, il y a beaucoup de critiques sur la Formule 2, beaucoup de critiques sur la F2, de la part même de certains des acteurs de la Formule 2. Le truc, c'est que ça devient une étape obligatoire en fait. Ça devient une étape obligatoire, même Cadillac, il place donc un pilote engagé là depuis, en IndyCar depuis des années, et pilote professionnel depuis des années, et il est rétrogradé en quelque sorte dans des formules de promotion en Formule 2, donc ça va forcément être très intéressant. On a un peu quelque chose de similaire avec Nicolas Varronnet, sauf que lui c'est pas un constructeur c'est pas une décision d'un constructeur, c'est sa décision ou celle de ses sponsors tout du moins. Voilà, et, donc Nicolas Varronnet engagé en WEC l'an passé notamment, en hypercar chez Proton. Voilà, il y a des pilotes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et puis on sait que pour Kalle Rovanperä, le double champion du monde des rallyes qui commence son aventure monoplace en Super Formula, il a annoncé que la F2 serait un objectif pour 2027. Bon, pour le moment, il est encore très très loin de tout ça. On va voir comment sa saison de Super Formula se passe, mais la F2 devient quand même un endroit où il faut passer, malgré tous les problèmes de ce championnat, il faut passer en Formule 2. Pourquoi? J'ai pas forcément toutes les raisons, mais je pense que ça passe déjà par les pneus Pirelli, le nombre de points de super licence que ça donne, apprendre les circuits. Parce que l'air de rien, pour un Colton Herta, alors certes, il a roulé en Europe pendant 2 ans, en 2017-2018, mais je pense qu'il a, ça, voilà, ça commence à dater légèrement. Seule formule avec des pit stops, bien vu, c'est vrai, il y a les arrêts au stand. Mais voilà, je pense que c'est surtout le côté pneu Pirelli qui est assez particulier, qui prépare quand même assez bien à la Formule 1, généralement, même si, de toute façon, la F1 est devenue tellement différente de 2026, entre 2026 et 2025, que voilà, est-ce que ça va tant changer de, enfin, est-ce que la F2 va tant préparer pour la nouvelle F1 qui arrive, je ne sais pas. Avant de commencer, un avis sur ton prono Colapinto en F1 jusqu'en 2030 suite à l'annonce de Don. Moi, donc ça fait référence à un live d'août dernier où déjà, les gens me tombaient dessus parce que les gens croyaient pas que Colapinto allait finir la saison ou allait être là en 2026. Résultat, il est là. Bon, je suis peut-être allé un peu loin dans mon prono en disant que Colapinto allait rester jusqu'en 2030, mais personnellement, j'y crois toujours. Et voilà, on verra ce que fait Alex Dunn. Alex Dunn qui a enfin officiellement été annoncé. Dans ma preview sur YouTube hier, je dis qu'il a eu une livrée Alpine aux essais de pré-saison. Cette fois, c'est enfin officiel. Alex Dunn a été officiellement annoncé en tant que pilote de l'académie. Pilote de l'académie Alpine, c'est tout. Il n'y a pas de rôle dans l'équipe de F1. Il n'y a pas de rôle de pilote de réserve. Il n'y a pas de rôle de pilote d'essai, de pilote de développement. Non, non, non. Pilote académie, donc le même rôle que Gabriel Mini, en quelque sorte, ou d'autres pilotes un peu plus bas dans la pyramide des formules de promotion. Bon, un peu surprenant qu'il n'ait pas de rôle en F1, même si on sait qu'il n'a pas encore sa super licence, mais bon, ça n'empêche pas Kouchmaini d'être pilote d'essai ou d'être voire même réserviste officiellement alors qu'il a 0 point de super licence. Sauf que lui au moins Alpine va se souvenir qu'il existe. Ouais, Gabriel Emini, je sais pas s'il y a des gens à Alpine qui se souviennent de lui. On va commencer notre tier list, on va évoquer les pilotes un par un, on prend l'ordre inverse du championnat des constructeurs, des constructeurs, c'est pas des constructeurs, du championnat des équipes de l'an passé, donc on va commencer avec la Trident numéro 25, puis remonter petit à petit jusqu'à la Invicta numéro 1 des tenants du titre. Donc on va commencer avec Trident. Aaron est toujours le pilote de réserve. Oui, Aaron est toujours le pilote de réserve, en effet. Paul Aaron est toujours le pilote de réserve. Bon, ça pue, hein, ça pue pour lui, hein, Paul Aaron, mais qu'il y ait Alex Dunn, qu'il y ait même Gabriel Emini qui soit toujours là, qui soit signé, ça pue pour lui. Hein. Aaron est toujours officiellement réserviste, mais bon, je pense que si Alpine avait voulu le titulariser, il l'aurait fait avant. Là, je pense que voilà, quoi qu'il arrive pour Colapinto cette année, ou alors faudrait vraiment un désastre, que Alex Dunn n'a pas encore sa super licence, donc voilà. S'il y a un espoir à avoir pour Paul Aron, c'est peut-être cette année, mais pas plus. 2027 pour moi, je pense sa chance sera passée. Sa chance sera passée, ouais. Merci à ceux qui me souhaitent l'anniversaire comment on dit, d'affiliation à Twitch, puisque ça fait 3 ans ou 2 ans
peut-être 3 ans. 3 ans que je suis affilié Twitch, et purée, ça date. Ça date. En fait, je fais des lives depuis pas mal de temps. Bah, déjà, merci d'être aussi nombreux pour suivre ensemble ce petit live. Allez, on commence avec John Bennett. Ouais. Si, si, bah, vous le connaissez, si, il était là. Il était là l'an passé. Bon, on l'a pas beaucoup vu. John Bennett, anglais de 22 ans, quand même vice-champion de GB3 en 2024, et qui avait fait le move un petit peu foufou de passer en Formule 2 directement. Bon, ça a été un petit peu compliqué, comme vous pouvez voir, vu qu'il n'a marqué que un seul point et qu'il a été passablement dominé par Rafael Villagomez. Bon, ouais, le step a été vraiment, vraiment compliqué, mais l'air de rien, le gars est vice-champion de GB3, donc je partirais plutôt sur potentiel à débloquer, mais le truc c'est que voilà, avec une trident, force à lui. Je ne comprends pas pourquoi il refait une année de F2, hein, puisque le gars passe de Van Amersfoort, donc avant-dernière équipe au classement, à Trident, dernière équipe. Je sais pas, t'avais 3 millions d'euros à dépenser en trop. Vice-champion au bout de 3 ans, oui, mais quand même vice-champion avec une année assez relevée quand même. Enfin, euh, et, euh, vice-champion de GB3 et bon, 8ème déjà sur sa première année. Et c'est un pilote, bah, il a eu 3 ans de GB3, mais il n'avait rien fait avant. Il n'avait pas fait de F4 avant. Donc il est passé de la Ginetta, qui sont des mini-voitures de tourisme, on va dire, à la GB3 directement. Donc en vrai, faire 3 ans en GB3 pour avoir une saison très réussie, je trouve ça pas infamant, quoi, perso. Donc, potentiel à débloquer, mais bon, pire choix de carrière de skip la F3. Bah, tu sais pas, pour certains ça marche, hein, pour Durksen ça a marché par exemple. Voilà, le truc c'est que je comprends pas pourquoi il continue. Enfin, euh, voilà, je comprends pas. C'est tellement dommage Trident qui galère en F2 car il leur manque que ça pour être une vraie structure formatrice tout au long du processus. Bah ouais, parce qu'en plus maintenant ils ont lancé leur équipe de F4, donc ils sont présents à tous les échelons en F4, en FREC, en F3, en F2. Sauf que bah bon, en F4 c'est un peu compliqué, ils n'ont pas marqué de points cet hiver aux Émirats Arabes Unis, mais bon, ils débutent en F4, c'est normal. En FREC, bah, on a vu que ça progressait avec Matteo de Palo. En F3, bah, c'est la meilleure équipe, et en F2, bah, c'est la dernière équipe. Donc je pense, voilà, ils investissent tout sur la F3 et puis ouais. Voilà, cette différence de performance entre la F2 et la F3 me surprendra toujours, je pense. Laurens Van Eupen. Ouf. Laurens Van Eupen, pilote néerlandais, j'ai plus son âge en tête, mais ça doit être quelque chose comme 21 ans, 20 ans. 20 ans, protégé de Nick De Vries, l'un des pilotes managés par Julien Simon-Chotan, par ailleurs. Euh, voilà, qui est souvent à la lisière du top 10. Je suis pas emballé, c'est pas un mauvais pilote. Ouais, voilà, c'est bof. Enfin, c'est pas un mauvais pilote, mais à aucun moment, en dehors de son passage en Ultimate Cup Series, qui est un championnat semi-professionnel, on va dire, à aucun moment il m'a transcendé, quoi. Alors oui, il y avait eu ce week-end un petit peu paranormal pour ART, où d'ailleurs Marcus Amand avait fait une pole et un podium aussi, je crois. Et sinon, ces 2 années de F3, bah, c'est bon, mais sa première année de F3 était pas si mal. La deuxième, c'est un peu du copier-coller. On l'a pas trop vu, et surtout il a été battu par Tukata Ponen, qui était rookie. Donc, bof, hein. En soi, il peut avoir une bonne carrière pro, mais on peut le mettre dans cette catégorie et je vois pas d'autre potentiel. Bah ouais, c'est ça, ça me. Alors après, peut-être que les catégories, je sais pas, peut-être qu'on va changer les noms des catégories en cours de live, puisque autant c'était cohérent en F3, autant là, vu qu'il y a des pilotes pros, qu'il y a des pilotes dont on sait déjà un petit peu le potentiel, que ça fait longtemps qu'ils sont là, je sais pas, on va peut-être changer les noms des catégories, mais bon, pour le moment, je pense que je vais mettre Van Open là, ça paraît le plus logique. Catégorie pilote de GT. Bon, c'est dur puisque pilote de GT ça veut tout et rien dire. Ça peut aller d'Amaury Cordil à Jules Gounon. Donc c'est pas la même. Comme Bennett, il a skip la F4, ouais, exactement. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, c'est vrai, il a directement commencé en Ultimate Cup, qui est un championnat de formule régionale. Ouais. Mais
voilà, il a eu 2 ans de Freka, 2 ans de F3, et il y a pas cette saison, il y a pas cette saison exceptionnelle comme Bennett a eu en GB3, donc voilà. Puis surtout, il est redoublant, il se fait battre par un rookie. Même si le rookie en question, c'est Taponen qu'on place très très haut, bon, c'est pas la folie, quoi, je trouve. Meilleur que Sami Mektounif? Non, non, Sami est meilleur. Alors Sami est meilleur que Van Eupen. Par rapport à Bennett, j- euh, je dirais que Sami est meilleur. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas forcément d'arguments. Après, je connais plus la carrière de Sami, forcément, mais je crois beaucoup plus en Sami qu'en un John Bennett, par exemple. D'ailleurs, Sami, sa carrière en endurance se passe plutôt bien, hein. Ses débuts en Asian Le Mans Series, il a progressé course après course, week-end après week-end. Donc, début de carrière, début de nouvelle carrière assez positif pour Samy, qui était en F2 encore l'an passé chez Trident, et qui, on le rappelle, a marqué 100% des points de son équipe. Toujours bon de le rappeler. Ouais, et puis c'est sympa, Samy, enfin, ce qu'il fait sur Insta, enfin, ça rend le truc très, très accessible, je trouve, enfin, ouais, les vidéos sur Insta qu'il fait, j'aime bien aussi. Bref, on passe à Van Amersfoort Racing, avant-dernière équipe au classement, avec un pilote qui en est que à sa troisième saison, attendez si je dis pas de bêtises. On a l'impression, ouais, 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 c'est ça. On a l'impression qu'il en est à sa quatrième, à sa cinquième année, mais en fait, il va entamer sa troisième saison de F2 seulement. C'est Rafael Villagomez, mexicain de 24 ans, donc quand même assez âgé. Passé par la F4 France, tout le monde l'oublie, mais passé par la F4 France où il avait été sixième. Et puis ensuite, bah, il est directement passé en F3. 29e, puis 25e avec 2 points, puis 25e avec 2 points, puis ensuite passé en F2, et en vrai, autant, ouais, alors, bah c'est exactement, je suis complètement d'accord avec Maxime DSL, c'est un ancien direct en F4 qui a gradué à Boire. Je suis d'accord, ouais, bah voilà, bon, je suis d'accord avec votre analyse, vous pouvez faire le live à ma place, hein. Il a progressé, mais le potentiel, il est déjà débloqué. Bah c'est exactement ça. Mais non, mais enfin, non, mais attends, c'est vrai, enfin, en vrai, sur déjà sa première saison de F2, elle est pas si mauvaise que ça en vrai. Puis ensuite, sa deuxième saison de F2, il a fait plusieurs podiums. Alors certes, c'est des grilles inversées, etc. Moi, je trouve qu'on a vu la progression. Première fois qu'on a un cas comme ça. Bah, attends. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Enfin, on l'a vu progresser. Il est passé de pilote vachement mauvais à pilote acceptable, quoi. Enfin, acceptable. Donc, voilà, on le met bof, mais on peut pas le mettre en mode il a rien à faire là. Enfin, il a rien à faire là. Évidemment qu'il a rien à faire là. Il a 24 ans, c'est sa troisième année de F2. Enfin, voilà, on sait bien qu'il est là parce que c'est le fils de l'actionnaire de Van Amersfoort Racing. Oui. D'ailleurs, a priori, ça devrait être sa dernière saison. Euh, Comme dirait la FA Academy, il a graduate de nul à mid. Il a graduate. Il n'est pas aussi ridicule que prévu, c'est ça, c'est ça. C'est un pilote qui décide de gaspiller quelques années pro en F2. Purée, vous êtes particulièrement pertinent sur le cas Rafael Gomez. Je suis d'accord avec tous vos avis, quoi. Donc bon, voilà. Voilà, Raphaël Villagomez. Moi c'est mon petit prono. Je sais pas, je sais pas si j'ai fait une question là-dessus, puisque évidemment je l'ai peut-être pas dit, mais après la tier list, on va faire les. Je vais donner mes pronostics et on comparera avec les vôtres. Par ailleurs, j'en profite pour repartager le lien. Hop, X. Mais non, c'est pas X. Non, c'est pas le bon lien. Purée, il a pas fait le copier-coller. Hop, 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 j'épingle. Si vous n'avez pas encore fait vos pronostics, c'est le lien pour les faire. Voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, Otmar arrive chez VAR. Ouais, ouais, il y a Otmar Schaffnauer qui passe chez Van Amersfoort en tant que team principal. Inattendu. Enfin, inattendu. Non, parce que on avait vu sa tête aux essais de pré-saison. Et donc,
Bah, du coup, ça avait leak en avance, mais bon, bah, inattendu qu'il passe en F2 en tout cas. Et oui, on rappelle que Van Amersfoort a recruté un pilote réserviste, ouais, Rocco Schleimoun ou quelque chose comme ça. Voilà, 12e de Formule régionale américaine en 2024. Voilà, voilà. Je savais même pas qu'on pouvait être réserviste d'une équipe de F2, mais visiblement, bah, tant qu'il y a quelqu'un pour payer, on peut toujours créer des rôles supplémentaires. Euh... Otmar, que s'est-il passé avec sa nouvelle équipe de F1? Bah, voilà, je pense que les investissements sont pas venus au final. C'est vrai que Homero n'est pas encore là pour défoncer excessivement les pilotes mid. C'est vrai qu'il avait été méchant hein, pour la F3. Euh, bref, ok, Villa Gomez, on le met dans bof. Et là, grande question, parce que j'avoue que je l'ai très peu vu rouler. Donc, l'avis que je vais avoir sur lui est probablement faux ou pas très précis. Nicolas Varronnet. Nicolas Varronnet, si vous ne regardez que les formules de promotion comme moi, vous êtes complètement perdu. Parce que, pire, si vous regardez les formules de promotion depuis 2019, globalement, vous êtes complètement perdu, puisque ce monsieur a quitté les formules de promotion en 2020. Et encore, c'était une saison partielle en F3 britannique. Je vous avoue que je ne regardais pas trop la F3 britannique à l'époque. Nicolas Varronnet, argentin de 25 ans, pilote en hypercar, champion du monde de WEC en LMGTE AM en 2023. S'il y a des spécialistes en endurance, je suis preneur. Euh, puisque, ouais, c'est déjà un pilote. Ouais, pilote pro du coup. Ouais, mais pilote pro après. Là encore, j'aimerais bien un spécialiste en IndyCar, je vais dire, en WEC, parce que sa saison en hypercar, il n'y a que un point de marqué. Enfin, on peut aller sur la page du WEC hein, pour Nicolas Varronnet. Mais Nicolas Varronnet, 27e, avec un point marqué, un top 10 aux 6 heures de Sao Paulo. Et il était avec Nil Yanni, Nico Pino. Voilà. Donc Théo Pourchard a fait mieux que lui en une seule course, hein, par ailleurs. Euh, 18e de Formule Renault Argentine sur une deuxième saison. Oui, non mais... euh, ouais. Je suis en train de me rendre compte, je suis en train de me rendre compte de la faille de mon live. Puisque la F3, j'ai classé les pilotes selon leur potentiel. Et en F2, bah, j'ai envie de classer aussi les pilotes selon leur potentiel pour faire un truc cohérent avec mon live d'avant-hier. Mais il faut. Enfin, dans le cas de Varronnet et Herta, bah, ils sont déjà à leur plein potentiel presque. Donc, on passe salut à Thiago98. Je dois vous laisser l'occasion de vous dire de mater la rediff et de laisser des pouces bleus. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis beaucoup le GT et l'endurance, et en vrai, c'est un très bon pilote, mais ça ira jamais en F1. Ok. Un point en ayant Nico Pino en coéquipier, c'est solide. Proton, une des seules équipes privées d'hypercar, compliqué de mettre des points vu la taille des plateaux. Oui, c'est vrai que c'est pas une équipe constructeur du coup. Il avait l'une des pires voitures et pas un trio à la hauteur des autres trios. Euh, S'ils sont en F2, soit c'est des rookies, soit ils sont déjà presque complètement rodés et leur potentiel est su. Ouais, globalement. Bon. Bah, ouais. Attendez, il a fait quoi avant Varronnet? Varronnet, LMGT3 et tout machin. Mais là, c'est terrible. Je fais exactement ce que je dis qu'il faut pas faire. C'est juste regarder les statistiques, mais en même temps, on va pas aller se mater des, on va pas aller se mater des courses de 8 heures pour aller comprendre comment, quel est le potentiel de Varronnet. On va le découvrir un petit peu sur le tas. En l'occurrence, vu qu'il est déjà pilote pro, on est obligé de le mettre là. Enfin, futur, bah, futur, ou déjà, lol. On est un petit peu obligé de le mettre là, quoi. Oui, champion du monde d'endurance, mais en LMGT3 AM. Enfin, je sais pas, vu que c'est la catégorie. En LMGTE AM, pardon. Pas GT3. Euh, mais le futur entre parenthèses. Attends. Et au pire, hein, je mets solide. Hein. Hop. Euh, Si ça ne fonctionne pas en tant que F2, si ça ne fonctionne pas tant en F2, il va redevenir pilote pro, ouais.
Euh, Ouais, ouais, ouais. Nouvelle catégorie ancien pilote pro. C'est terrible, il y en a qui sont dégradés, quoi. Bon, allez, voilà. Varronet, faut qu'on le classe, hein, donc voilà. Ouais, il avait gagné le LMP2 Pro avec ouais, Barney Cote et François Perraudot, qui sont quand même, je crois, si je dis pas de bêtises, des très bons pilotes, surtout François Perraudot en tant que pilote AM, en tant que gentleman driver, on va dire. Bon voilà, alors aussi aux essais de pré-saison, même si ça veut pas forcément dire grand-chose, il était dans le rythme, hein. Il était vraiment dans le rythme, donc je pense vraiment qu'il peut poser des soucis à certains pilotes et qu'il peut se battre pour des belles choses. Maintenant, des belles choses, c'est à relativiser quand même puisqu'il est avec Van Amersfoort qui est en galère quand même. Alors si Barney Cote, oui, il avait fait... Alors très moyenne, je pense pas, mais la saison 2020, la fameuse saison Covid, qui avait été sur 2 mois, la saison Covid de F3 2020 qui était sur 2 mois, il avait fait une pige en effet à Silverstone, je crois. Euh, et en plus, non, je crois qu'il avait été plutôt pas mal. Mais en endurance, c'est un bon pilote. Après, au moins, il va sûrement pas finir dernier vu le duo X. Merci pour la transition, FCV Noah 7, on y arrive! On y arrive. Très honnêtement, la catégorie retour en F4 impératif est peut-être un peu trop gentil. Non, non, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Je pense malheureusement que ça va aller assez vite. X-Racing, qui aligne l'un des pires line-up de l'histoire de la F2. Puisque souvent, quand il y a un mauvais pilote, quand il y a vraiment un très mauvais pilote, souvent il y a un pilote plutôt ok à côté pour compenser. Euh, Là, c'est pas le cas. On a décidé d'additionner et plus, enfin, moins et moins, bah, là, en l'occurrence, ça fait moins. Là. Enfin, voilà, bon, Cyan Shields, que dire? Je vais vous ressortir ses feuilles de statistiques, puisqu'en l'occurrence, c'est le truc le plus approprié pour parler de lui. Notons quand même une deuxième place en Euro Formula Open sur l'année 2023, où... Non, je crois qu'il... Bon, ça va, il est juste battu par Noël Léon. Ça va encore. Mais surtout, voilà, 2024, 30e de F3 avec aucun top 15. Et puis ensuite, passage très logiquement mérité en F2 où il fait 24e et aucun point. Félicitations à lui. Notons quand même que voilà, il n'est pas au niveau Raghunathan, il n'est pas au niveau d'Eleda. Il a même fait une séance d'essai libre 1. Bon, évidemment, voilà, ce gars est pété de thunes. Il est vraiment blindé, 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 blindé. Il a fait une séance d'essai libre 1 avec Aston Martin. On voit que ça apporte chance à Aston Martin cette année. Et il a été que à 2 secondes du meilleur temps. Donc, mais je vous ai trop mignon à me souhaiter joyeux anniversaire d'affiliation. Je savais même pas que c'était aujourd'hui. C'est pas spécialement une date particulière pour moi, mais c'est très gentil. Voilà, au moins il ne cause pas d'accident. Voilà, voilà, retour en F4 impératif, mais pas méchant. Bon, je le connais pas, hein, mais voilà, on n'atteint pas des sommets de nullité, quoi. Merci beaucoup Kimi63 pour son 18e mois de sub consécutif. Pa, 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 18e mois. Salut à toi en tout cas. Et donc voilà, à ses côtés, alors c'est pas si mauvais, c'est Emo Fittipaldi, hein, qui sera d'ailleurs le pilote le plus jeune de la grille. Bon, Wikipédia quand ils sortent des photos de 2021. Donc non, il a un petit peu grandi depuis cette photo, mais il va avoir 19 ans samedi, donc il va fêter son anniversaire avec sa première course en F2. Bon, il est notamment connu pour sa rivalité avec Juju Noda à l'époque de la F4 danoise, ce qui montre à quel point son empreinte sur le sport automobile a été importante. Bien entendu, évidemment, si vous vous posez la question, c'est le dernier fils d'Emerson Fittipaldi, premier du nom, et donc c'est l'oncle de Pietro et de Enzo Fittipaldi qui sont déjà passés dans le championnat. Alors Pietro peut-être pas, mais Enzo Fittipaldi est passé dans le championnat il y a quelques années. Voilà, 23e de F4 italienne, 24e, c'est d'une régularité assez folle, hein. Après une 23e place en F4 italienne, tu passes 24e en Freca et en Eurocup 3. Il a été 5e alors qu'il était dans l'équipe dominante. Voilà, ses coéquipiers font 2e, 3e, 4e. Et l'année suivante, il redouble. Très mauvaise décision puisque le niveau
de l'Eurocup 3 en 2025 s'est considérablement étoffé. Du coup, malgré son expérience, il finit 11e avec un podium sur une course à grille inversée, bien entendu. Et donc, forcément, devant un tel palmarès, on se dit, bah, faut monter en F2. Bah oui, on va pas perdre du temps à aller faire de la F3 ou même se réorienter et dépenser son budget de façon un peu plus pertinente. Non, on passe en F2. Le move en Euroformula aurait été tellement obvious. C'est vrai que c'est typiquement le genre de pilote qui peut être récupéré par l'Euroformula. Voilà, donc il a promis un top 10 sur un podcast brésilien. Oh, ah bah alors, il peut avoir son top 10, hein, mais il faut gagner à la loterie des moteurs. Et ça, tu peux pas le prévoir, ça. Mais, non, non, même en gagnant à la loterie des moteurs, c'est pas possible, hein. Enfin voilà, 11e d'Eurocup 3 en étant dans l'un des deux top teams, enfin, en étant redoublant. Non, 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 c'est. USF 2000 aurait été plus à propos. Ah, en vrai, voire même USF Pro 2000, hein, enfin la troisième division, je veux dire, de l'IndyCar, ça aurait pu être plus approprié. Mais là, la F2, voilà. Voilà, voilà. Comparé à ses neveux, c'est compliqué. Bah ouais, enfin, alors Pietro et Enzo n'ont jamais été vraiment F1 matériel, même si Pietro a quand même fait deux grands prix en remplacement de Romain Grosjean après son crash, mais ils n'ont jamais été vraiment F1 matériel. Et, mais au moins, bah, ils savent piloter. Ils ont un vrai coup de volant. Et Mo Fittipaldi, encore une fois, on est très loin des catastrophes qu'ont pu être des Raghunathan, des Deleda, même Samaya. Voilà. Là, Emo Fittipaldi, c'est terrible, hein. Vraiment, X-Racing a le pire line-up possible. Et donc, c'est pas tant deux pilotes catastrophiques, mais voilà, en association, c'est vraiment l'un des pires line-up, je pense, de l'histoire de la F2. Ouais, vraiment. C'est Emerson qui force avec ses fils. Bah, c'était ses petits-fils, Pietro et Enzo. Là, c'est son fils. Donc voilà, on va arrêter le massacre là pour notre ami Emo Fittipaldi, à qui on souhaite quand même un bon anniversaire samedi pour sa première course, et qui sait, peut-être une surprise, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. On passe à Hard Grand Prix. Et là déjà, bah, c'est la clim de retrouver Hard Grand Prix si basse, mais bon, malheureusement c'est la suite logique de ces 2 dernières années, sauf qu'il y avait quand même un Victor Martins assez exceptionnel pour aller sauver les apparences. Et là, bah, on retrouve ART 8ème du championnat équipe, et avec ces deux pilotes-là, c'est pas évident. On commence par Tassanapol Indrapufwazak, le pilote thaïlandais, qui a été quand même un très bon 7ème de F3, mais classement à relativiser parce que il était chez Campos, donc l'équipe dominante par excellence, c'était sa saison de redoublant. Euh, Ouais, alors j'hésite. Pour lui, vu qu'il est rookie, j'hésite entre bof et potentiel à débloquer, puisque bah, l'air de rien, j'ai du mal à mettre bof, un pilote qui a 3 victoires en F3 sur la dernière année. Euh, il a eu une très bonne deuxième moitié d'année. Maintenant, sa première année de F3, elle était pas très exceptionnelle. Il y a quand même un podium sur une course à grille inversée. En Eurocup 3, 6ème, mais voilà, le niveau n'était pas ce qu'il était aujourd'hui en Eurocup 3. Voilà, en F4 espagnol, il y a eu 9ème, en F4 française, c'est vrai oh, c'est vrai, j'avais presque oublié ça, mais oui, il avait fait une pige en F4 France, avec 2 podiums notamment. Pour moi, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Maintenant, voilà, on peut pas s'enflammer beaucoup plus que ça, donc je vais le mettre en potentiel à débloquer. Euh, mais voilà. Ouais, il a eu des perfs sympas. C'est très intermittent. Je me rappelle que à un certain moment, Tassanapol avait une réputation de performer que sur un meeting. Ça va, il s'est un petit peu détaché de cette étiquette-là. Donc maintenant, c'est 2, 3, 4 meetings. Mais voilà, sur une saison entière, voilà. Ouais, petit potentiel, pas beaucoup, mais un petit potentiel, hein. Oui, bah c'est ça, ses coéquipiers, mais après, c'était Tsoloff et Boya, donc les deux qui en étaient à leur troisième saison aussi. Et Tsoloff a fait deuxième, Boya troisième. Lui, il fait septième avec une fin de championnat, voilà, assez folle. C'est, voilà, voir Intrap Fouazak devant des gars comme Naël, Taponen ou Giusti,
Tu te dis que la Campos a bien aidé quand même. Mais donc voilà, franchement, bonne, bonne saison en F3 et bah, voilà, on le met dans cette catégorie-là. Ça va être intéressant son duel en interne avec Kouchmani. Petite transition, Kouchmani qu'on est à sa quatrième saison. Pilote, pilote d'essai, officiellement pilote réserviste, alors qu'il a 0 point de super licence toujours à son actif. 11e, puis 13e, puis 16e de F2. En tant que citoyen indien d'outre-mer, je suis déçu d'être représenté par lui. Surtout que j'avais des espoirs au début avec lui. Vraiment, sa première saison de F2, elle est pas si mal, et ça suivait une saison de F3 où il avait été bon par intermittence. Sauf que plus il roule en F2, moins il est bon. Je suis d'accord, on le voit de moins en moins. Et en plus, c'est pas comme s'il était passé par les moins bonnes équipes. Enfin, il est passé par Invicta quand même en 2024, donc il a été champion équipe F2. Et voilà, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc, mais ça ne s'arrête pas. Du coup, quatrième saison. Quatrième saison, et puis avec ART qui n'a pas la dynamique pour lui, quoi. Non, c'est pas retour en F4, puisque le gars a quand même. Non, mais en fin d'année, il s'est fait battre par Shields. Non, mais après, voilà, on peut pas dévaloriser tout ce qu'il a fait, mais voilà, enfin, de toute façon, c'est un pilote à mettre en bof, quoi. C'est. Mais il devrait partir. Il devrait partir. Il devrait partir, il a rien à faire là. Il prend juste un baquet à quelqu'un. Et maintenant, voilà, ça peut offrir une petite référence à Tassanapol Intrapoufassak à côté. Mika Hakkinen dans son camp, ça j'ai jamais compris cette association. Hein. Mika Hakkinen enfin qui manage, oui, qui aide, en tout cas qui conseille, etc. Kouchmaini, j'ai jamais compris. Voilà, Kouchmaini qui est managé par l'agence The Grid, d'ailleurs, hein, l'agence française avec Pierre Gasly, Zach Adjar, etc. Démonté par Bortoleto en 2024, démonté par Crawford en 2025. Oui, voilà, c'est ça, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On a vu ce qu'il y avait à voir, c'est pas exceptionnel. C'est pas catastrophique, mais c'est pas exceptionnel du tout, du tout, du tout. Et voilà, il est passé par les meilleures équipes, il n'y a pas besoin de continuer encore et encore. Hop là, maintenant on va changer un petit peu de dimension. Parce que là, on va parler d'un pilote irlandais. D'un pilote irlandais qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup fait couler d'encre, on va dire. C'est monsieur Alexander Dunn, ou Alex Dunn, signé, officialisé aujourd'hui en tant que pilote de l'Académie Alpine. Je suis d'accord, pour moi, il faut dire. Alors, F4 pour réapprendre son racecraft, certes, mais voilà, c'est vraiment la case possiblement F1 matériel. Son palmarès parle pour lui. En dehors de sa saison de F3 qui était pas bonne, où il fait 14e, où il est battu par Team Tranit, certes. Mais en dehors de ça, bah, c'est franchement très 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 bon. Vice-champion de F4 italienne, juste battu par Kimi Antonelli, en étant le meilleur, enfin le seul pilote non préma du top 3, top 4, voire même peut-être top 5. Puis ensuite vice-champion en GB3, où il a beaucoup de choses à apprendre, notamment les circuits, etc. Bon, le trou noir en F3. Et puis là en F2, bah, saison exceptionnelle en termes de vitesse brute. Et puis ensuite, bah voilà, je pense qu'on peut demander à Victor Martin ce qu'il a pensé de la saison d'Alex Dunn. Mais s'il arrive, voilà, c'est ça, s'il arrive à apprendre de ses erreurs, ça peut aller mieux. Mais sur la fin d'année, on n'a pas vu de dynamique positive. On n'a pas vu de choses en mode ah purée, ça se voit, c'est pas le même Alex Dunn qu'en début d'année. Il a appris de telles choses. Non, il continue de bloquer ses roues, il continue de percuter les autres. Et le dernier week-end, on rappelle, normalement, si le règlement de la FIA était bien fait, il ne devrait pas participer ce week-end à Melbourne. Il a eu 12 points de pénalité sur son permis à la fin, à la dernière course à Abu Dhabi, donc normalement, il aurait dû recevoir un meeting de suspension. Chose qu'il n'a pas reçue parce que, au 1er janvier, on oublie tout. Tu peux avoir assassiné 3 personnes lors du dernier meeting, tout est oublié. C'est le jour de l'an. C'est le jour de l'an. Tous tes péchés sont absous. Absous. Enfin voilà,
Je comprends pas cette règle, mais normalement, il aurait dû recevoir un meeting de suspension officiellement. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est difficile d'être particulièrement optimiste, on va dire. Euh, il s'est fait un peu percuter par Lindblad aussi. Ouais, bah une fois, je crois, seulement, juste une fois à Monza. Mais d'ailleurs, ce crash fait partie de mon nouveau générique sur Twitch. J'espère que Dunn a les reins solides parce que quand les rumeurs de remplacement de Colapinto vont arriver, ça va aller le menacer de 3 balles dans le dos. Coucou Douane. Bah, il se retrouve dans la même. Enfin, il se retrouve dans une position un peu similaire à celle de Colapinto l'an passé, qui avait mis la pression à Douane. Sauf que Colapinto, il avait été annoncé réserviste. Alex Dunn, là, il est juste annoncé pilote de l'académie. Et surtout, il n'a pas sa super licence. Donc, il viendra pas en 2026. Il peut pas venir. Il n'y a pas. Et c'est même pas. Il n'y a pas une histoire de dérogation et tout machin. Il peut pas. Enfin, il a, je crois. Si je dis plus de bêtises, attendez, je vais vérifier. Euh, il a une vingtaine de points, mais il lui faut un top 5 en F2. Il a 22 points. Voilà, il a 22 points. Donc, Absou, merci. Donc non, enfin, il va pas partir. Il va pas partir en cours d'année. Il peut pas partir en cours d'année pour aller en F1. Et puis en plus, il faudrait que Colapinto vraiment se mange les murs toutes les courses. Ce que je ne crois pas que ça arrivera. Il est dans une situation beaucoup plus stable comparé à l'an passé. Il a toujours des soutiens financiers, même si ça c'est un peu réduit vu qu'il y a Perez, vu qu'il y a Bortoleto, etc. Il y a moins de pilotes, enfin, il y a plus de pilotes d'Amérique latine et du coup, bah ça l'avantage un peu moins. Il sort d'une saison moyenne. Euh, donc voilà, si Colapinto fait n'importe quoi cette année, celui qui arrivera en cours d'année, c'est Paul Aron. Et c'est pas Alex Dunn qui n'a pas la super licence, au contraire de Paul Aron, justement. Pooling, mais Pooling, elle n'a pas la super licence non plus. Et puis d'ailleurs, elle a plus de lien avec. Ah non, tu veux dire oui, un pilote F3 pour Dunn, enfin pour remplacer Dunn, et puis un Dries. Ouais, alors non, 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 mais enfin voilà, de toute façon, il partira pas. Alors après, pour la saison pour la saison prochaine, oui, bah, Alex, enfin, de toute façon, c'est le marché des transferts. Le marché des transferts, voilà, fera son travail, mais en 2027, c'est encore autre chose. Même si Colapinto fait n'importe quoi, il finira tout de même pas dernier vu la concurrence derrière. C'est vrai qu'on a l'air. Enfin, voilà, encore une fois, on n'a pas eu encore une seule qualif, on n'a pas eu encore un seul Grand Prix de F1, mais c'est vrai qu'il y a certaines équipes qui ont l'air en grosse galère. Je pense notamment à l'académie de notre cher Marie Boya. Donc, ouais. Euh, Non, mais Antoine FRT en 2020. Enfin, on peut pas prévoir, enfin, en mars 2026, on peut pas prévoir ce qui va se passer sur le marché des transferts. Je sais que enfin, j'adore faire sur Twitch des prédictions pour qui ira où en 2027, mais là c'est juste complètement random, quoi. Enfin, c'est complètement random. Donc voilà. Ah, en cas de Dunn suspendu pour l'Australie. Ah, juste pour un. Ah, genre s'il avait une suspension pour un meeting. Euh, Bah, je pense qu'il prendrait un pilote de F3 s'il n'y a pas de clash avec la F3. Sinon, ouais, Abby Pooling pour Abby Pooling ou peut-être qu'il reprendrait un pilote expérimenté. Je pense qu'il reprendrait un pilote expérimenté et peut-être que Cordy il est un ancien de la maison, donc peut-être que ça pourrait se faire en vrai, je sais pas. Je sais pas. Bref, Alex Dunn, on le met dans F1 matériel. Maintenant, il faut qu'il gomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, puisque sinon ça va pas le faire. Et de toute façon, il faut minimum top 5 pour la F2 cette année pour espérer, ne serait-ce qu'espérer, la F1. On passe à son coéquipier Martinus Stenshorn. Et ça, c'est intéressant. Martinus Stenshorn, le pilote norvégien qui a été vice-champion de Freka. À l'époque, ça avait été le principal challenger d'Antonelli, on le rappelle. S'en sont suivis 2 saisons de F3, la première compliquée, la deuxième meilleure où il a été cinquième, mais il a été lâché par l'académie McLaren.
Il a ensuite fait la fin de saison de F2 où il a été très intéressant, notamment du côté de Bakou, lors de sa pige avec Trident où il avait joué une victoire en course sprint à grille inversée. Euh, Bah, pour moi, je le mets plutôt là, je le mets plutôt dans Solid Pilote Pro. C'est un peu juste, pour moi c'est vraiment trop juste. Alors certes, il y a cette saison exceptionnelle en 2023 face à Antonelli, etc. Euh, mais il y a eu deux saisons depuis. Alors après, peut-être qu'en F3, il a été limité par son high-tech, et c'est vrai que la high-tech ne joue pas au niveau de Campos et Trident en F3. Mais voilà, il a quand même été lâché par McLaren. Donc je pense qu'ils doivent aussi avoir des datas comme quoi, bah peut-être qu'il est pas si exceptionnel que ça, je sais pas. Ouais, il était meilleur chez Trident que Rodin en fin de saison, exactement. Puisqu'il a fait l'antépénultième manche, il l'a faite chez Trident, et puis les deux dernières manches, il les a faites chez Rodin. Et chez Rodin, on l'a plus trop vu. Donc voilà. Si on enlève sa saison Freka derrière Kimi, il reste pas grand chose. Bah, sa saison de F3 là qu'il a faite, elle est pas si mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise. Il fait cinquième. Mais voilà, on n'a jamais été. Purée, sa victoire en Autriche, là par exemple, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Il marque quand même 99% des points de son équipe. Voilà, de toute façon, c'est un très bon pilote. Maintenant, il n'y a pas encore assez pas encore assez d'éléments pour nous faire dire que ouais, purée, il mérite sa place en F1. En Autriche, c'était la disqualification de Tsolov. Ah, c'est pour ça que je m'en souviens pas aussi. Euh, Ah, puis il partait 18ème, ok. Bon. Donc voilà, je vais le mettre là. Un puisque je peux pas le mettre beaucoup plus haut, hein, très honnêtement. Il n'y a pas assez d'éléments, pas assez de saisons, euh, pas assez de saisons excellentes pour qu'on se dise ça. Ah, il partait 15e, c'est pas mal quand même. On passe ensuite à Prema. Vous vous rappelez l'époque où Prema, c'était juste il y a 2 ans, hein, mais l'époque où Prema avait des duos Antonelli-Berman, et bien maintenant ils ont Boya Montoya. Compliqué. Boya, je sais pas. Non, Boya, je le mettrais plutôt en un potentiel à débloquer, parce que bah il a l'air d'avoir débloqué quelque chose depuis sa signature avec Aston Martin. Alors, il y a quand même juste dans toute sa carrière, il y a globalement une demi-saison qui est bonne. Je caricature un petit peu, mais il a fait 3 saisons de F3 qui ont été vraiment moyennes, jusqu'à sa signature chez Aston Martin, qui arrive à peu près au niveau du week-end de Barcelone, je pense. Et ensuite, il a été très bon, il est allé chercher une troisième place en F3, après avoir été très anonyme, 17e puis 15e. Il a été deuxième à Macao, battu par Théophile Nael en novembre. En Freca, ça n'avait pas été exceptionnel. Il avait été vice-champion d'Eurocup 3, battu par Esteban Masson, on s'en rappelle, mais il avait manqué un ou deux meetings. Vice-champion de F4 espagnol, mais à l'époque c'était 2020. J'ai aucune idée. 2020 peut-être contre Vantov ou. Non, Cassavercourt. Waouh, ça. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, les souvenirs cette saison! Avec du Paul-Adrien Palot, du Enzo Joulier, du Augustin Colino dans cette saison de F4 espagnol. Oula, ça date. Ça date. Voilà, pour moi, c'est vraiment un potentiel à débloquer, quoi. Ça paraît quand même bizarre de le mettre dans le potentiel. Oui, oui, mais le gars est troisième de F3, quoi. Enfin, ouais, pour moi, il y a quand même il y a quand même un truc. Il y a eu des moments où il a été vraiment impressionnant. Maintenant, je pense qu'il a été bien aidé par Campos, qu'il était très expérimenté, etc., que ça a aidé beaucoup. Mais potentiel, c'est qu'on a des doutes. On a des raisons d'avoir des doutes parce qu'on a vu des belles choses au fur et à mesure quand on lui donne du temps. On voit que c'est pas que un pilote très moyen qui est juste là pour faire le compte. On voit qu'il y a quelque chose à faire. Je dis pas qu'il va faire une très grande carrière. Y avait-il des doutes moteurs l'an passé à son égard? Je pense. Il y avait des. La Campos est largement au-dessus du lot. Maintenant que dire? Voilà, ça va être intéressant de voir
en F2 chez Prema face à un gars comme Montoya. Qu'est-ce qui va se passer dans ce duel si moyen en vrai, si moyen. En vrai, s'il obtient sa super licence, il y a un monde où il se retrouve en F1 vu le bateau qui coule chez Aston. Bah, il a beaucoup d'argent, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que du coup, avec sa troisième place en F2, il a dû marquer quoi, 20 points peut-être. Et à Macao, c'est vrai qu'au week-end de Macao, il a été très bon, hein. Il a posé des gros soucis à Théophile Nael et il est vraiment pas passé loin de la victoire. À Nael et à Deligny, il était très très bon. Il a mené la course pendant vraiment pas mal de temps. Au final, il finit deuxième. Non, 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 pour moi, il y a un potentiel à débloquer. Quand t'as un sponsor à ton nom, c'est que t'as des sous. Ouais, ouais, c'est que t'es bien quand même, hein. Ensuite, on passe à Sébastien Montoya, son coéquipier. C'est bon, Sébastien Montoya, que dire? Que dire? Le gars qui est plus rapide que Berman, que Antonelli, que tout ça, voilà. Et qui se fait vanner par des pilotes de F1 comme Isaac Hadjar. Je pense que voilà, l'an dernier, il a été bien aidé. Je pense que c'est lui qu'on avait désigné comme vainqueur de la loterie du prix, de la loterie Mechachrome l'an passé lors des pronostics euh, lors des pronostics. Quand on avait fait le débrief des pronostics, c'était lui le vainqueur. Parce que, l'air de rien, il a fait une bonne saison de F2, où il a même battu Gabriel Mini, ce qui paraît complètement ridicule au vu du palmarès, au vu des carrières de chacun. Euh, Donc voilà, le gars était 16e puis 17e de F3. Et là, il fait 12e de F2, juste devant Gabriel Mini, avec quand même 3 podiums sur le milieu de saison. Voilà, alors j'ai l'impression que vous êtes plus en mode tous bof. Maintenant, est-ce qu'on peut le mettre dans un potentiel à débloquer? Puisqu'il y a il y a quand même eu des moments, je m'en rappelle, la Formule régionale Moyen-Orient, ça date beaucoup, en 2022, où il avait fait plusieurs victoires, etc. Non mais, je dis pas qu'il est au-dessus de Gabriel Mini, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais non, bof, c'est bien TKT. Je sais pas. Je sais pas, il y a eu des moments vraiment dans sa carrière où je me suis dit, Montoya, purée, il a un truc en plus. C'était lors, bah voilà, Formule régionale Asie, ça s'appelait même pas Moyen-Orient à l'époque. Voilà, il y avait eu ce début de campagne au Moyen-Orient qu'il avait fait, qui avait été vraiment exceptionnel. Il y a eu cette pige très sympa qu'il avait faite en F3 aussi, en arrivant au pied levé où il avait marqué 7 points. Euh, ouais, il a déjà fait une petite carrière en endurance aussi, en European Le Mans Series, en IMSA, oui, en IMSA, oui. Euh, Moi, j'ai envie de le mettre dans un potentiel à débloquer. Ouais, 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 je suis seul, hein. Si tu commences à ramener la Formule Moyen-Orient, c'est que t'es à court d'arguments positifs. Non! La Formule Moyen-Orient, c'est comme ça qu'Isaac Hadjar et Pierre Le Chauvet, ils ont lancé leur carrière. Bon, Isaac Hadjar l'a un peu plus lancé que Chauvet, mais après, c'est ta tier list. Ouah, ouah, non, non, je vais me faire descendre ensuite. Bon, bah, je le mets là, et puis voilà, très bien, très bien, très bien. Ouais, voilà, haut du bof, haut du bof, haut du bof, voilà. Puisque, bah, pour moi, c'est au-dessus quand même de Maini, c'est au-dessus de Villagomez, c'est au-dessus de Van Eupen. Oh, quoique. Bon. Oh, en fait, est-ce que c'est au-dessus de Van Eupen? Euh, Bon, voilà, il est bien là, en vrai. En vrai. Mais parfois, il y a des moments. Alors, est-ce que c'est que lié à son moteur? Je sais pas. Mais il y a des moments, quand même, il y a des trucs. Tout comme on peut dire que Van Eupen, il a eu quand son double podium en Frecase, en Zandvoort. Voilà. Bref, on passe à MP Motorsport avec mon grand ami Oliver Goethe. Ouais, ouais, j'ai cédé sous la pression populaire. Oui, 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 clairement, je suis un faible, hein. Oui, 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 il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, Montoya, c'est pas non plus le gars pour lequel j'ai plus de d'ardeur à défendre, vu l'arrogance de ce gars. Oliver Goethe, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Non, non, alors pour moi, non, 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 non. Alors pour moi, on peut. Je sais pas si on peut le mettre en. Alors, bah, je pensais que vous seriez beaucoup plus élogieux envers lui, mais alors,
pour moi, ça se joue entre bof, un potentiel à débloquer, voire même solide pilote pro. Mais ce que je sais pas quoi en penser d'Oliver Goethe, de notre ami aux multiples nationalités, allemand, danois, britannique, qui était même monégasque à un certain moment. Licencié du Red Bull Junior Team, on le rappelle. Champion d'Euroformula, attention, qui avait été assez anonyme en FRECA pardon, en 2021. Champion d'Euroformula, on sait très bien, il avait gagné contre qui? Regardons contre qui il avait gagné pour la valeur de ses titres. Il avait gagné, oh quand même, il avait gagné contre Vladislav Lomko et Christian Mansell, l'air de rien. Mais pas si mal, pas si mal. Voilà, il y a eu des piges en F3 qui ont été vraiment très sympas, je crois, de mémoire. Sa première pige en F3, mais voilà, où il fait une quatrième place à Spa, ça je m'en rappelle très bien. Et puis voilà, avec Trident, donc quand même la meilleure équipe, il fait une saison franchement moyenne, 8ème. Puis avec Campos, qui n'était pas encore au niveau qu'elle est aujourd'hui, il fait 7ème. Ok, ça va. Et en F2, c'est très 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 anonyme. En fait, très honnêtement, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que en F3, je commençais vraiment à changer d'avis là-dessus. Et, et en F2, bah, ça a été beaucoup trop par intermittence. Non mais j'essaie d'être objectif. J'essaie d'être objectif sur Oli Goethe. Euh, mais potentiel, on a déjà vu quoi, et pilote pro, c'est trop haut. Ouais, non mais pilote pro, pourquoi pas? Enfin. Puisque l'air de rien, c'est pas un. Voilà, il fait 8ème, 7ème de F3. Il a quand même quelques références. Personne ne sait le classer, ouais. Juste pour les restarts de Macao, oh là là, oh les souvenirs Macao 2024, où il se fait prendre une leçon par Hugo Choukou, qui a 4, 5, 6 relances de safety car à gérer, et Goethe qui fait dodo à chaque relance, qui peut jamais l'attaquer. Ouais, personne sait le classer. Bah, je sais pas, je pense que je vais le mettre là. Je pense pas qu'il y ait un potentiel à débloquer vraiment, mais c'est plus dans le sens où il est pas mid, il est pas mauvais, il est pas si oubliable que ça, parce que parfois il y a vraiment il y a vraiment des perfs sympas. Et, euh, et voilà. Le truc, c'est vraiment, moi je ne comprends pas pourquoi ce gars, donc qui a été lâché par le Red Bull Junior Team, pourquoi il continue en F2. C'est un peu pareil que Kouchmani, même si c'est que sa deuxième saison à Goethe, mais qu'est-ce qu'il espère Goethe? Enfin, il espère que il va gagner le titre et réintégrer un Junior Team. Je sais pas, sa chance est passée quoi. Enfin, oui, il s'est fait atomiser l'an passé, mais c'était Richard Verschoor qui était à son prime, et qui est d'ailleurs peut-être à son prime de carrière, je pense, vu il a 25 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. Je vais mettre Goethe dans cette catégorie intermédiaire, dans cette quatrième catégorie, un potentiel à débloquer. Je pense que c'est le plus unanime qu'on peut faire. On a ensuite Gabriele Mini. Ah, Gabriele Mini, c'est l'un des pilotes que j'apprécie le plus, qui sera donc coéquipier de Goethe chez MP. Gabriele Mini, qui a fait une saison de F2 un petit peu cataclysmique, où on l'a tous oublié, mais Gabriele Mini, c'est avant tout un champion de F4 italienne. C'est un jeune pilote alpine, même si Alpine a tendance à l'oublier également. Vice-champion de FRECA avec ART sur sa deuxième année. Euh, 7ème, puis vice-champion de F3. On rappelle qu'il avait perdu le titre dans le dernier virage face à Leonardo Fornaroli. Et ensuite, il avait été disqualifié. Donc voilà, au final, il n'y avait pas tant de regrets à avoir. Je suis partagé entre très potentiel. Bah, à un moment, moi j'étais sûr que c'était F1 matériel, et genre il y a un moment j'aurais hésité à ce que ça soit F1 matériel et crack générationnel. Bon, crack générationnel on peut oublier. F1 matériel pourquoi pas, mais il faudrait qu'il nous le rappelle, puisque sa saison de F2 elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Maintenant il a eu beaucoup beaucoup de soucis mécaniques, ça bien sûr. Et pour moi, voilà, s'il avait été vraiment F1 matériel, par exemple la saison de F3 de 2024, il aurait dû la dominer. Trident n'était pas encore aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Et voilà, pour être battu par Fornaroli, enfin, même si Trident était l'équipe dominante, mais voilà, il y avait quelque chose à aller chercher. Il y a eu trop d'absences, trop de moments. Après, voilà, il y a eu cette première pige, cette première course en F2 où il fait directement podium à Bakou. Et ensuite, bon, une saison assez oubliable. Alors, il fait 13ème. Il fait 13ème. Ouais,
Pilote pro, mais la hype n'est plus là. Bah c'est ça, pour moi, malheureusement, son train est passé. Alpine ne pense plus à lui et préfère recruter un Alex Zone qui fait partie de la même génération, hein, c'est la génération 2005. Mais voilà. Je suis même surpris d'ailleurs que Alpine le finance encore. Mais donc ils doivent pas complètement l'oublier, mais voilà. On va le mettre dans pilote pro. Ensuite, grosse énigme. Grosse énigme avec Roman Bilinski. Roman Bilinski qui a rejoint Dams. Il sortait de 3 saisons de Freka, je vais pas dire anonyme, mais un petit peu quand même, 3 saisons anonymes de Freka chez Trident. Le tableau donne envie pour l'instant, j'avoue que je vends du rêve, hein. Ouais, Bilinski, c'est compliqué. C'est compliqué, puisque, très honnêtement, si sa saison de F3 avait été dans la lignée de ses saisons de Freka, j'aurais mis bof. Mais Bilinski a sorti une saison étonnante. Euh, Bah, plus qu'étonnante. Bon, alors champion de Formule Régionale Océanie, mais c'était une année très peu relevée, on s'en fiche, c'est pas forcément pertinent. Sa troisième saison de Freka chez Trident, elle est pas mal. Il y a une pole, un podium, ensuite il est blessé, il se casse plusieurs vertèbres lors d'un accident de la route, puis il finit assez bien. Euh, et il y a cette saison de F3. Il fait podium d'entrée de jeu, tu te dis c'est une course sprint à grille inversée, mais il confirme vraiment les week-ends d'après, et il finit 11e, et il bat Callum Boycin, son coéquipier. Il bat Louis Sharp, champion GB3, champion F4 britannique. C'est très bon. Enfin, c'est une excellente première année. Le souci, c'est qu'on a presque que ça euh, pour s'emballer sur lui. Donc, voilà, c'est entre potentiel à débloquer ou. Enfin, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans cette catégorie potentiel à débloquer. Il faut qu'on change le nom de cette catégorie à débloquer. Redébloquer ou voilà, enfin ouais voilà, enfin c'est potentiel. Non mais c'est ça, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire parce que ça a été vraiment ma surprise de la saison 2025 en F3. Évidemment, j'attendais Rodin, son équipe, à des hauteurs bien plus hautes et je me suis complètement viandé. Mais il a battu ses deux coéquipiers, il s'est battu pour les podiums, pour les victoires, il s'est montré alors que Voisin et surtout Sharp ont été complètement anonymes. Euh, Dams, ça peut perf, ouais, non, pourquoi pas, hein. Dams est dans une bonne dynamique. On a vu avec Jack Crawford ce que ça pouvait faire. Bah, j'ai hâte de voir. Voilà. Gros point d'interrogation pour Bilinski. Voilà. À confirmer. Ouais, un potentiel à débloquer. À confirmer. Slash à confirmer. Ouais, c'est bien. Un potentiel, enfin, comme nom de catégorie, c'est bien. On a fait 2 tiers de la grille. On trouve enfin le nom de nos catégories. On passe à son coéquipier Dino Beganovic, qui sera le leader attendu de Dams. C'est pas forcément. Bon, je pense que va y avoir quand même un consensus pour solide pilote pro, j'imagine. C'est un gars qu'on a un temps étiqueté aussi F1 matériel, mais qui malheureusement est passé de déception en déception. Sa carrière a vraiment calé du côté de la F3 chez Prema, où il a fait 7ème puis 6ème, ou 6ème puis 6ème, ou quelque chose comme ça, où il a été battu. Alors pour moi, c'est pire que Gabriel Emini, mais la saison de F2, enfin, il a eu un pire passage en F3 que Gabriel Emini, mais en F2, il a fait une saison correcte et qui a même très bien fini, vu qu'à la fin, il a battu Luke Browning, mais Luke Browning avait des gros soucis mécaniques sur sa voiture. Euh, les théories les plus folles disent que voilà, la F2 n'aurait pas apprécié le fait que Browning parte en Super Formula, mais pour moi la théorie fait pas beaucoup de sens, puisqu'à l'époque on pensait aussi que Fornaroli irait en Super Formula. Bon, donc je prête pas beaucoup d'attention à cette théorie, mais je la trouve assez rigolote. Et Beganovic au final a fini 7ème, si je dis pas de bêtises, de la F2. Euh, donc c'est pas mal, mais c'est pas F1 matériel. Enfin voilà, ça fait la dernière saison F1 matériel qu'il a eu, c'était en 2022, c'était son titre de Freka où il a été champion, et ça suivait une année de Freka où il avait fait 13ème. Enfin sa première année a été cataclysmique.
bon, voilà, je pense qu'on peut le mettre en solide pilote pro. En faisant partie de la FDA, de la Ferrari Driver Academy, sa seule chance d'arriver en F1, c'est en battant Camara cette saison, je pense. Oui, et encore, enfin, puisque Beganovic c'est en 2004, Camara c'est en 2005, Beganovic a une saison d'expérience en plus en F2, et il n'y a pas la dynamique pour lui. Il n'y a pas la dynamique pour lui. Alors certes, Beganovic a déjà testé une Ferrari, a déjà testé une Ferrari F1, et je crois qu'il a même fait peut-être une séance d'essai libre 1, mais c'est pas... Il n'y a personne chez Ferrari qui s'emballe, quoi. Enfin, alors que Raphaël Camara, bah forcément, on va en reparler, mais Raphaël Camara, ça fait beaucoup plus parler. Euh, mais oui, il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation de battre Camara, et même avec une certaine marge. Jules est sur le live. Alors lequel? Puisque maintenant il y a trop de Jules. Mais j'imagine, tu dis Jules Caranta. Jules Caranta, où est-ce qu'on le met dans cette liste? S'il était en F2. Attends, s'il était en F2 direct aussi, ce serait pas évident à noter. Je capte pas pourquoi Ferrari l'a gardé. Je capte pas non plus. Je pense que c'est peut-être pour avoir une sorte de un petit benchmark pour Camara, j'imagine. Je sais pas. Je crois qu'il apporte des sponsors aussi, hein, Beganovic, et on sait que, comment dire, l'académie Ferrari, c'est pas une académie style à l'ancienne, on va dire. C'est une académie qui fonctionne beaucoup avec des pilotes qui amènent beaucoup d'argent, du style Nicolo Marcagnani ou d'autres. Et, euh, et voilà, enfin, c'est des pilotes qui donnent de l'argent et parfois ça peut servir à financer quelques pilotes style Tuka Taponen qui lui amène très peu d'argent. Donc voilà, mais oui, enfin, c'est une équipe, Ferrari Driver Academy, ils ont eu du Guan Yu Zhou, ils ont eu du Lance Stroll dans leur académie, c'était pas tant pour le talent, quoi. Voilà. Même Sergio Perez, à l'époque, c'était un pilote extrêmement payant, hein, qui amenait Telmex et tout. Telmex, oui, Telmex. Enfin, Carlos Slim, etc. avec lui. Donc voilà, Beganovic, on va le mettre là, et voilà, il aura une belle carrière, je pense, à l'avenir. Avec Ferrari, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas si Telcel. Mais il n'y a pas de Telmex, ça me dit quelque chose, Telmex. Mais oui, il amène Telcel aussi, mais ça me dit quelque chose, Telmex. Et je confonds peut-être avec Texmex. Je sais pas. Si, c'est Telmex. Ah bah merci, merci. Merci Hypnothes 20. Bon, on passe à Campos. Alors ça, c'est vachement marrant. Alors ça, c'est vachement marrant si Jules est toujours sur le live. C'est vachement marrant qu'on parle de ce pilote là maintenant. Qu'on parle de Nicolas Tsolov qui, on rappelle, a flingué ce qui aurait dû être la première victoire de Jules en Eurocup 3 en février 2025 à Jerez. Bref, on était loin de se douter que Nicolas Tsolov allait lancer sa saison en mettant un coup de roue à Jules Caranta et que ça allait le propulser vers le titre de vice-champion de F3 et qu'il allait prendre un podium de F2 dans la foulée en fin d'année en battant même Arvid Lindblad d'une demi-seconde en qualification. Parce que oui, on parle d'un pilote qui a battu Arvid Lindblad d'une demi-seconde en qualification et c'est bien Arvid Lindblad qui a été promu en F1. Tsolov pour moi, ouais, j'étais dit Aristide, oui, je vois pas trop, je vois pas les notifs puisque, enfin, je crois que la messagerie Twitter t'a mis dans un mauvais endroit. Mais promis, j'essaye j'essaie de voir ça. Pour moi, c'est F1 matériel, à regret comme Dunn, je suis d'accord, parce que c'est des pilotes assez rugueux, on va dire. Euh, mais on est obligé de le mettre là, dans F1 matériel. On n'est pas sur le crack. Si ça avait été le crack, il aurait explosé dès 2023. On rappelle que c'est un pilote qui a été étiqueté crack aussi à un moment, hein. Il était champion de F4 espagnol et on le comparait à Antonelli qui avait dominé la F4 italienne pendant ce temps-là. Et voilà, en 2023, les trajectoires se sont séparées. Pendant que Antonelli apprenait patiemment les rouages du métier en FRECA, Solov a été brûlé, a été grillé en allant directement en F3. C'est une très mauvaise idée. Mais petit à petit, voilà, 25e, puis 11e, puis 2e de F3, il y a eu de l'amélioration. Et surtout, c'est vrai qu'il y a une place. Il y a une place qui semble grande ouverte pour Nicolas Tsolov, ou en tout cas pour un pilote Red Bull. Mais vu que c'est le seul pilote Red Bull engagé en F2 pour Nicolas Tsolov, c'est Liam Lawson. Liam Lawson, bah, tu sais plus trop à quoi il sert dans l'académie Red Bull. Alors certes, il va offrir une petite référence à Arvid Lindblad pour ses débuts en F1.
Mais sinon, Liam Lawson, c'est probablement sa dernière saison en F1, ou en tout cas, il va falloir se montrer, faire en sorte. Je vois pas Red Bull compter sur lui pour l'avenir, puisque Red Bull n'a pas arrêté d'insister sur la fonctionnalité de Racing Bulls à ce que ça soit un incubateur de talent pour Red Bull, etc. Donc, je pense pas que Lawson va y faire de vieux os. La seule opportunité que Lawson peut avoir, c'est qu'il fasse une énorme saison et qu'il arrive à convaincre d'autres équipes qu'il peut être assez bon ailleurs, comme Carlos Sainz, comme Pierre Gasly ont pu le faire par le passé, mais je ne mets pas du tout Lawson dans la même catégorie que Sainz ou Gasly. Maintenant, ça va être la première saison complète dans un environnement stable qu'il va avoir, puisque bon, Red Bull, il s'était fait, enfin, 2025, il s'était fait dégager par Red Bull en deux courses. Et sa deuxième moitié d'année, je crois, à partir de l'Autriche, de l'Autriche, ça avait été pas mal. Et il a embêté Isaac Hadjar quelques fois quand même. Lawson ne restera que Sid Soloff merde en F2. C'est un peu le résumé qu'on peut se faire aussi, puisque Soloff, je crois pas qu'il n'a pas sa super licence non plus. Attendez. Soloff n'a pas sa super licence. Soloff n'a que 27 points de super licence. Il n'a que 27 points, et donc ça veut dire qu'il faudrait, pour Nicolas Tsolov, pour avoir sa super licence, donc il faudrait 13 points, on peut dire qu'il lui faut un top 6 en F2 avec 3 séances d'essai libre 1. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Pour Nicolas Tsolov qui sera chez Campos. Donc, non, 30 points, c'est pour le champion. Donc, 30 points, c'est pour le champion. Et il en a eu 25, et il en a eu 2 en plus parce qu'il n'a pas eu de points de pénalité sur la saison 2025 en F3. Bon, je pense que des points de pénalité, il aurait dû en avoir pour son accident avec Jules Caranda à Rennes en février en Eurocup 3 Spanish Winter Championship. Mais bon, passons un petit peu à autre chose. Mais voilà, Nicolas Tsoloff, il a clairement une place qui lui est dédiée a priori. Maintenant, voilà, si ça marche pas pour Tsoloff cette année, je vois pas trop pourquoi, puisqu'il a montré qu'il pouvait s'adapter rapidement en F2, hein, on l'a vu sur sa fin d'année. Voilà, ça peut profiter à des pilotes, ça peut profiter à Lawson, qui peut rester une année de plus, et ça peut profiter à des pilotes qui sont encore en F3 actuellement, je pense à du Mattia Colnaghi notamment. On passe à son coéquipier Noël Léon. Ah, Noël Léon, un autre champion d'Euroformula Open, qui a fait une brillante première saison de F3 où il a été 10ème avec Van Amersfoort. Puis bah, il est passé chez Prema, et Prema l'an dernier c'était Kata, et du coup il a fait 17ème, battu par Ugo Ugochukwu qui était son coéquipier rookie. Euh, donc Noël Léon, c'est difficile de beaucoup s'emballer d'un gars qui a été 17ème, voilà, sur sa deuxième année. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'aller forcément plus loin bah, ça se joue entre bof et un potentiel à débloquer, à confirmer, puisque sa première saison en F3 avait été bien. L'Euro Formula Open, je ne vais pas en tenir compte, et ça venait à la suite d'une saison de Freca où il a été cataclysmique. Il portait les couleurs du Red Bull Junior Team en Freca avec Arden en 2022. Ça a été vraiment compliqué, il a quand même gratté quelques points, mais sous la pluie, je me rappelle que c'était le pilote le plus ridicule du plateau. Voilà, lors des essais de pré-saison, mais depuis il a quand même progressé. Voilà, ça se joue entre bof et potentiel, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si vous avez une grosse opinion à son sujet. J'ai envie de mettre un potentiel à débloquer quand même, puisqu'il y a cette première saison en F3, et sa deuxième saison en F3, il y a quand même eu une deuxième moitié de saison meilleure, voilà, avec 2 podiums, c'est vrai, en course principale, mais ça restait très juste, quoi, et ça restait très juste. Je suis en abri. Oh là là. Dans ma vidéo YouTube, je dis une bêtise. Oh là là! Je dis une bêtise. Je dis une bêtise. J'ai dit que c'était un anagramme. J'ai pas réfléchi. Mais oui, c'est un palindrome, Noël Léon.
Ah, j'ai tellement pas réfléchi en écrivant ma vidéo. Oh là là, terribles images. Mais oui, bah oui, Noël Léon, c'est un palindrome, pas un anagramme. Oh là là. Oui, oui, en soi, c'est vrai, c'est un anagramme, ouais. Oui, oui. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est un anagramme, exactement. Ouais, c'est ce que je voulais dire, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, ouais. Il serait le meilleur des bofs et le pire des potentiels. Ah, c'est dur, puisque dans la catégorie potentielle, il y a beaucoup de pilotes qu'on ne sait pas caractériser, justement. Bilinski, on ne sait pas le caractériser. Boya, on ne sait pas le caractériser. Intra Puvazak, Bennett, on ne sait pas les caractériser non plus. Euh, donc, euh, donc voilà. On passe, alors là. Bon, on passe au pilote, à l'attraction médiatique de la Formule 2. On passe à Monsieur Colton Herta. Bon, je pense que déjà, on est obligé de le mettre minimum dans cette catégorie-là, vu qu'il est déjà pilote professionnel, il est déjà vice-champion IndyCar 2024, il a déjà 9 victoires en IndyCar, si je ne dis pas de bêtises, voilà, début en IndyCar fin 2018. Est-ce qu'il est F1 matériel ou pas? Là est la grande question. On sait que voilà, passer de l'IndyCar à la F1 n'est pas forcément une chose aisée. Je pense que voilà, un certain Sébastien Bourdet a pu le montrer par le passé. Euh, c'est pas quelque chose d'évident. Maintenant, ça reste un vice-champion d'IndyCar, mais qui n'a été que septième ou sixième l'an passé. Euh, c'est un terroriste des murs. Ces deux dernières saisons en Indy n'ont vraiment pas été ouf. Bah justement, bah, je pense aussi c'est la question que Cadillac se pose. Il n'a toujours pas sa super licence, on le rappelle. F1 matériel, pas par le talent, mais par la nationalité. C'est la grande question, hein, Colton Herta. Cadillac le mettra en F1 sauf catastrophe industrielle. Bah, je pense aussi, vu tous les efforts qu'ils font sur lui depuis des années, ils ils sont un petit peu obligés de le mettre en F1. Excellent candidat au prix Mechachrome. Enfin, dans quel sens? Dans le sens où il se fait bully par Mechachrome ou dans le sens où il a un moteur cheaté? Je pense que peu importe son résultat, ils le placeront à la place de Bottas. Oui, alors d'ailleurs, il n'a pas encore sa super licence, il a actuellement 34 points sur sa super licence, et il lui faudrait donc 6 points supplémentaires. 6 points qu'il peut gratter si besoin par des séances d'essai libres. Mais s'il a été placé en F2, c'est pas pour la super licence, comme j'ai pu le dire sur une précédente vidéo, c'est pour apprendre l'univers de la F1, c'est pour les pneus Pirelli, c'est pour tout ça. Un pilote pareil, ça vient pas en F2 si t'as pas un contrat garanti. Ouais. Il a montré du génie en IndyCar. Bah... Ouais, mais... il est déjà passé en Europe, hein. Il est déjà passé en Europe il y a très longtemps, mais il est déjà passé en Europe. Il est déjà passé en Europe. C'était en 2016-2017, voire même 2015, 2015-2016, pardon. Troisième de. C'est de la F4 britannique, ça, je crois. Oui, c'est de la F4 britannique. Troisième d'Euro Formula Open, sauf qu'à l'époque, ça avait un vrai sens quand même. Il est battu. Wow. Il est battu par Leonardo Pulcini et Ferdinand Habsbourg. Ah, c'est vachement random. Oh là là. C'est quoi cette grille? Ok. Bon. Bon, ok. Mais enfin voilà. Le tir est fin matériel, c'est point de vue talent, pas un pilote qui monte pour d'autres raisons. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai pas envie de le mettre en F1 matériel tout de suite. Va falloir me convaincre un peu. Euh, De 1 que dans les circuits urbains, de 2 il a flop la saison, à chaque fois on s'attendait à ce qu'il se batte pour le titre en IndyCar. Bah je suis d'accord, pour moi, pour un pilote de 25 ans, il a quand même pas mal de failles, je trouve. Ouais, si vous voulez, référendum. Ah, mais sauf qu'il n'y a pas Homero, c'est Homero qui fait les référendums d'habitude. Euh, euh, Comment on fait ça? Tu peux faire un sondage. Tu surestimes mes capacités, hein. Tu surestimes mes capacités. Attends. Attends. Non, je l'ai. Oui. Sondage. Nouveau sondage. Oui. Alors, question.
Erta, F1. Mais c'est insupportable. Erta, F1, Pro. Hop, suivant. Non mais frère. Durée 2 minutes. Boum. Ah, c'est bon, il y a un sondage. Il y a le sondage, vous pouvez voter. Vous pouvez voter, vous pouvez voter. Oh, pour le moment, ça part sur un pro à 100%, 75, 67%. Attention, on dirait un papy qui découvre le téléphone. Je trouve pas l'application Twitch très instinctive, hein, très honnêtement. Euh, il a clairement du potentiel, il était peut-être découragé d'être en indie. Oui, peut-être, peut-être. Maintenant, je sais pas, enfin, un mental de pilote de F1 doit aller au-delà de ça, je pense quand même. C'est pas. C'est pas évident. Bon, en attendant, Percy 58 ans découvre Twitch. Eh oh, c'est compliqué. On passe avant, enfin en attendant le résultat du sondage pour Colton Herta, on passe à Ritomo Miyata. Ritomo Miyata, le champion de Super Formula Super GT. Troisième saison. Troisième saison en F2, un podium à son actif en étant passé par Rodin et par ART. Euh, malheureusement, malgré un très très beau palmarès au Japon, je pense qu'il a tout simplement pas su s'adapter vraiment à l'Europe, quoi. Donc c'est un très bon pilote, mais je pense que la F2 le met pas forcément en valeur. On est obligé de le mettre en pilote pro, je trouve. Si tu mets Tsoloff ou Den en Indy, ils font mieux. Alors, peut-être, enfin voilà, Erta, il en est à sa septième, huitième année d'IndyCar. Potentiel, non, potentiel, non, non. C'était déjà un pilote pro, hein. Lui aussi, Ritomo Miyata, c'était l'un des tout premiers pilotes pro à passer en F2. À l'époque, tout le monde l'avait regardé avec les gros yeux. Au final, il a été un précurseur. Bon, les résultats parlent pas vraiment pour lui, mais champion Super Formula, Super GT, c'est le doublé que rêve de faire tout pilote japonais, hein, globalement, hein. Donc, non, non, pro, 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 pro. Et donc, à 63%, Colton Herta, étant solide pilote pro. Potentiel à bientôt 25 ans, 27 ans, faut arrêter les gars. Oui, non, mais c'est ça en plus. Enfin, c'est des pilotes qui sont, voilà, à 25, 26 ans, tu entres dans le prime de ta carrière. Donc, ce qui est bizarre d'être en F2 par rapport à des pilotes qui ont 19, 20 ans, qui sont encore très loin de leur prime. Mais voilà, pour Erta Miyata, en tout cas, c'est le cas. Ouais, mais il y a des trucs chelous. Il y a des trucs chelous, ça veut dire tu mets Varroné, genre qu'est-ce. Non, je suis désolé. Alors, va falloir que les spécialistes d'endurance se bougent, puisque Varroné, dans la même catégorie que Stenson, Mini, Beganovic, Erta, Miata, il y a un souci, il y a un souci dans la tier list. Enfin, Varroné, faut le descendre, bah ouais. Je vais me faire descendre par les Argentins, mais c'est pas possible. On peut pas le mettre. Je suis très, enfin, j'ai envie de dire, je suis hype par le fait qu'il y ait un pilote de Wake qui vienne en F2, mais c'est pas possible. C'est pas possible de le mettre avec Stenson, Mini, Beganovic, Erta, Miyata. Bon, Erta, voilà, c'est vraiment pas évident, et je pense que voilà, il ira, il est fort probable qu'il aille en F1, mais voilà, c'est pas non plus, ça coule pas non plus de source. Il reste encore les pilotes Invicta avec Joshua Durksen. Eh bah ouais, Joshua Durksen. Euh, il était bon en Wake Varonet. Bah oui, oui non. Enfin, il a marqué un point, mais dans le même temps, il était dans l'une des pires équipes qui était privée. Il était avec des coéquipiers qui n'étaient pas forcément les meilleurs, etc. Donc pas forcément évident. Euh, non mais Durksen, pilote de développement Mercedes, on le rappelle, au même titre que Théo Pourchaire et Dorian Pin, ce qui est complètement random comme anecdote. Joshua Durksen, qui est passé de la Freca à la F2. On lui promettait l'enfer, au final il a fini 10ème puis 9ème de F2, il y a eu beaucoup de suspicions sur son moteur, vous n'êtes pas le sans savoir, et là maintenant il ne peut plus se cacher derrière son équipe, il est dans la meilleure équipe, Invicta, il est dans sa troisième année, il est face à un rookie. Normalement, voilà, il est censé être favori au titre. Bon, la question,
c'est à quel point le moteur a joué un rôle important ou pas dans sa catégorie. Euh, F1 matériel, non, 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 faut... Euh, j'ai hâte, mes 12 mai, j'ai hâte de voir ce que j'ai hâte de voir ce que t'as concocté dans tes pronos. Mais oui, on va enchaîner avec les pronostics juste après. Bah, je vais mettre dans un potentiel à confirmer, puisque je pense que oui, c'est littéralement la meilleure chose qu'on puisse faire. Je pense qu'il va confirmer. Je pense qu'il va confirmer. Alors, je le vois pas challenger Camara, hein. Mais je pense qu'il peut faire de belles choses. Maintenant, maintenant on verra, hein. On verra ce que ça donne. Je sais pas, peut-être un top 5, un top 6. Purée, je suis en train de réfléchir au fait que je vais devoir prédire un top 5 de la F2. Autant j'avais une idée assez facile pour la F3, autant pour la F2. On va bien s'amuser. On va bien s'amuser. Et ensuite, il nous reste un pilote à classer, Raphaël Camara. Et ça va peut-être faire parler, mais moi je le mets dans la catégorie crack générationnel. Alors en soi, on peut laisser une catégorie vide si vous trouvez le besoin. Moi je vais le mettre dans la catégorie crack générationnel. Peut-être c'était, je pense, ce n'était pas le cas au début, pour la simple et bonne raison qu'il était dans l'ombre d'Andrea Kimi Antonelli, qui est peut-être un encore plus crack. Mais je trouve que il a beaucoup évolué et que certaines failles qu'il avait en F4 ou en Formule régionale, il ne les a plus depuis. Et qu'en Formule régionale, en F3, il n'a plus de points faibles. Il est très 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 bon, excellent même. Même dans le peloton, il arrive à se... Même quand il y a des calages, etc., il arrive à remonter, même quand il y a des soucis moteurs en qualif, etc. Voilà. Je trouve qu'il a évolué. Il a peut-être donc évolué un peu plus tardivement. C'est pas un monstre de précocité à la Antonelli, à la Lindblad ou voilà. Mais il a fini par devenir, je trouve, un crack. Enfin, je suis conscient que c'est pas aussi évident qu'un Antonelli ou qu'un voilà. Je suis conscient que c'est pas aussi évident. Aussi des retours que j'ai de la part de personnes qui ont bossé avec lui chez Trident, ils mettent les gars de chez Trident placent Camara très très haut. Pour eux, c'est le meilleur pilote avec lequel ils ont travaillé. Euh, Forinem ira en F1 comme en F3, crack c'est trop. Ouais, mais ira en F1 parce que tu peux, enfin, ira en F1. Colton Herta, il ira très probablement en F1. Dunt, Soloff, etc. Euh, j'ai envie de mettre une catégorie au-dessus. Vraiment, et pour moi, je mets Camara là. Et je pense qu'il va atomiser la saison. Maintenant, il a beaucoup de pression. Il le sait d'ailleurs, il a une interview très sympa dans le guide F1 Auto Hebdo que vous pouvez retrouver en kiosque. Il sait que Ferrari attend beaucoup, beaucoup de lui, attend de lui le titre globalement parce qu'il sait qu'il est dans la meilleure équipe qui a gagné euh, les deux derniers titres pilotes avec Bortoleto et avec Fornaroli. Il sait qu'il doit faire le titre et voilà. Je suis d'accord si tu enlèves le générationnel. Qu'est-ce qu'on appelle générationnel après? Génération en quel sens? Puisque dans la génération 2005, si on parle en termes d'années, c'est le crack de son année 2005, je trouve. Euh, un crack, c'est Gio Antonelli, Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc. Ouais, c'est peut-être un crack qui a éclos un petit peu plus tardivement. Ah, oublie Hülkenberg plus potentiel Rosberg. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais allez, si vous voulez, on l'a fait juste à crack. C'est déjà pas mal hein, d'être un crack. En soi, si on parle en termes de pilote né en 2005, j'en mets une génération, c'est 20 ans. Ouais, d'accord. Je comprends pas comment on met Antonelli si haut. Bah, le karting, la F4, la Freca, la F2 où il débarque à 17 ans et fout droit au Liberman.
La F1, où il fait, ou malgré, c'est vrai, une très mauvaise tournée européenne, il fait une pole sprint, il fait des podiums, il arrive à battre Russell sur un ou deux grands prix sur sa première année avec une pression monstre alors qu'on lui parle de Verstappen. Voilà. Un crack générationnel, on discute même pas, donc là non. Oui, mais après, comme tu peux le voir, il y a des gens qui discutent pour Antonelli. Donc je pense que c'est toujours discutable le terme crack générationnel. Mais on met crack, et puis voilà, c'est très bien pour Raphaël Camara qui mérite sa catégorie de toute façon au-dessus. Et voilà, normalement c'est le combo parfait. Pilote, équipe, enfin, c'est le plus gros talent de cette grille. Dans la meilleure équipe, pour moi, il va rouler sur la saison. Et justement, ça tombe bien, en parlant de rouler sur la saison, eh bien, on va parler des pronostics. Je vais faire mes pronostics. Vous pouvez faire encore vos pronostics si vous ne les avez pas encore faits. Je vous renvoie le lien en commentaire. Et vous êtes 118, donc vous êtes un petit peu moins que pour la F3, mais j'avais fait un tweet là-dessus, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas la F2. En plus, il n'y a pas de français, mais les gens sont un petit peu sont moins hype par la F2 que par la F3, et je peux le comprendre, surtout en France. J'ai pas fait de bilan de matière liste, mais pour ceux qui écoutent que l'audio, en crack, Raphaël Camara, en possiblement F1 matériel, Dunn et Tsoloff, en solide pilote pro, Stenson, Mini, Beganovic, Erta et Miata, dans un potentiel à débloquer slash confirmer, Bennett, Varone, Intrapufasak, Boya, Goethe, Bilinski, Léon, j'étais en mode c'est qui lui, et Dirksen. En bois, on a Van Eupen, Villa Gomez, Maini et Montoya, et en retour en F4 impératif, on a notre duo d'X Racing, Cian Shields et Emo Fittipaldi. On passe au pronostic de la F2. Pour ceux qui écoutent seulement en audio, on n'est pas d'accord avec crack générationnel. Il n'y a que crack maintenant dans cette catégorie. Les pronostics. Et ben votre pseudo, parce que j'ai enfin pensé à mettre les pseudos, hein, voilà, comme ça on saura qui a pronostiqué quoi, chose que j'ai oublié de faire pour la F2. Qui sera champion? Bon, bah, je suis désolé pour moi, il n'y a aucun doute, c'est Camara. Qui sera champion équipe? Bah, déjà, Invicta arrivait à être championne quand ils avaient que. Je vais pas dire qu'un seul pilote, mais. Enfin, souvent, ils ont un pilote champion et un pilote en dehors du top 10, et malgré ça, ils arrivent à gagner. Là, en l'occurrence, ils ont Dirksen, un pilote qui a fait des top 10 dans une X-Racing. Donc, je m'attends à ce que ça soit Invicta, logiquement, avec Camara et Dirksen. Qui sera la révélation de l'année, le rookie le plus marquant? Entre Camara, Ertat, Soloff, Bilinski, Boya, Stenson, Varone et puis d'autres rookies que je n'ai pas nommés. Donc c'est vraiment le rookie qui nous impressionne le plus. Bah, je pense malgré les attentes qu'on peut avoir sur Camara, je vais peut-être encore repartir sur Camara, hein. Je réfléchis. Euh, euh, Si Dirksen est champion de F2, il va où? Oh, probablement sur de l'endurance, j'imagine. Mais, euh, mais voilà. Euh, Camara qui gagne le titre avec 120 points d'avance. Non, mais pour moi, enfin vraiment, c'est le combo complètement dingue, quoi. C'est le combo complètement dingue et je vois pas qui peut vraiment rivaliser. C'est parce que c'est pas comme par exemple Bortoleto. Quand Bortoleto était avec Invicta, bah en face fallait se farcir des gars comme Adjar, comme Martins, comme Berman, comme Antonelli, comme Aaron, comme Maloney. Là, je sais pas, tout me paraît un petit peu plus boring l'après-midi. J'essaye d'avoir bon, parce que si c'est pour avoir des Rodin, des Rodin champions de F3, voilà. Si Tsoloff obtient un joli moteur Mechachrome, pourquoi pas? Ah, parce que j'adorerais mettre un Binsky genre en rookie qui impressionne et tout, mais Stenson, Stenson, mais ah, je suis désolé, pour moi ce sera Camara, hein, c'est tout, hein. Euh, Camara with that car must have a good championship or you will finish like 4 early. Haas will give priority to Toyota for their lineup. Oui, oui, alors Haas, enfin, s'il y a une place en F1 pour Raphaël Camara, elle sera chez Haas. Haas qui a des liens très étroits avec Ferrari, mais
Toyota a une influence grandissante dans l'équipe, sauf que Toyota n'a pas vraiment de pilote à placer pour le moment, hormis si Ritomo Miyata explose, mais j'ai du mal à voir ça arriver. Boya, oh non, j'y crois pas. En fait, le truc, c'est que, ouais, parmi les rookies, il y en a. Enfin, j'ai du mal à être aussi hype. Tsolov, je pense qu'il va faire vraiment une bonne saison, hein. Hertha, ça veut dire parce qu'il y a une prédiction il y a des prédictions sur Hertha après. Je vais rester sur Camara. Raphaël Camara sera-t-il en F1 en 2027? Je vais mettre oui, du coup. Je vais mettre oui, je vais mettre qu'il est chez As, parce que Ferrari aura réussi à le placer, malgré l'influence de Toyota, malgré tout ça. Camara ne pourrait pas être parqué chez Cadillac. Oui, mais en soi, enfin, je pense qu'il y aura surtout une priorité à Colton Herta. Euh, Camara pourrait encore être révélation alors que tu le considères déjà crack. Bah, je vois ça dans le sens où il va être révélation, alors peut-être pas tant pour moi, mais pour les autres, qui ne le considèrent pas encore à sa juste valeur, en tout cas à la valeur que je trouve. Voilà. Non, Doua, non, 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 non. Pay attention to both Pourchaire and Martins. Ayao Komatsu really likes both. On est en train de nous vendre un Pourchaire Martins chez As ou qu'est-ce que c'est que ce délire? Euh, bon, je pense que c'est la dernière d'Ocon malheureusement parce que Camara. Je sais pas, je sais pas. Après, Ocon va devoir se bouger. Mais je ne pense pas qu'il soit spécialement menacé par Camara puisque Camara il vise surtout le baquet de Berman. Il vise surtout le baquet d'Oli Berman et Oli Berman vise le baquet de Lewis Hamilton. On va voir comment ça va se passer cette histoire. Mais ça serait impossible, je pense, que As prenne une équipe, enfin, prenne deux pilotes Ferrari. Mais je suis d'accord qu'Ocon est en danger et il va devoir se bouger. Il va devoir clairement se bouger en 2026. Mais voilà, on peut imaginer. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais fait dans mes prédictions? Attendez, dans les prédictions que j'avais fait avec Anthony Drevet l'été dernier, qu'est-ce que j'avais mis pour 2027? Alors, 2026, j'avais mis. Bon, alors déjà, j'ai tout bon, de base. J'ai tout bon pour 2026, donc ça c'est chouette. Alors qu'on était en août, c'était pas si évident, qu'il y a des gens qui pensaient que Colapinto partirait, entre autres. Et en 2027, qu'est-ce que j'avais prédit avec Anthony Drevet? On avait mis Ocon Camara. Bah écoute, c'est raccord, hein. C'est raccord. Et d'ailleurs, chez Cadillac, j'ai pas mis Herta, hein. Chez Cadillac, j'ai pas mis Herta. Alors à l'époque, on ne parlait pas de Herta en F2, hein. Mais ok. Euh, Si Lewis ne part pas, Camara ne monte pas. Pour moi, ça va se compliquer. Après, il y a un monde aussi où si, disons que Lewis ne part pas, imaginons que Berman floppe un peu sur sa deuxième année, puisque, alors certes, il a très bien fini sa première année, mais le début, enfin, ça a été compliqué quand même. Donc voilà. Vous sous-estimez la possibilité que Camara reste sur la touche une année. Il y a aussi cette possibilité qu'il reste tout simplement réserviste à temps plein Ferrari et Haas, etc. Et qu'il arrive en 2028. Mais je vais prendre le pari. Et je suis le seul à penser que Hertha n'ira jamais en F1. Non, non, je vais penser, je vais dire que ça va être un petit flop Colton Herta en F2 et que ça va refroidir Cadillac. Et qu'il va peut-être investir sur d'autres pilotes. Non, Berman Camara, c'est pas possible, c'est ou soit l'un ou soit l'autre. Donc Colton Herta, je n'y crois pas tant. J'y crois pas tant. Nicolas Tsolov sera-t-il en F1 en 2027? Oui, même si on ne pardonne pas son coup de roue à 40 ans l'an passé. Très honnêtement, pour moi, la voie, elles sont toutes tracées. Peut-être qu'il va faire top 3, top 3 de la F2 ou même voilà top 5 et ça peut lui suffire parce que Lawson est sur un siège éjectable. Alex Dunn sera-t-il en F1 en 2027? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Déjà, s'il arrive à avoir sa super licence, c'est pas mal. Euh, et je vois pas non plus Alpine ou une autre équipe, hein, je vois pas Alpine virer Colapinto
Pour prendre Dunn, je pense que Colapinto va faire une bonne année quand même. En tout cas, une meilleure année que 2025, pas dur, vous me direz. Mais voilà, pour que Dunn aille en F1 chez Alpine, remplace Colapinto, faudrait que Colapinto fasse vraiment n'importe quoi et que Dunn explose et gomme tous ses défauts, puisque Dunn il amène pas de budget, Colapinto si. Voilà, voilà. Un autre pilote montera-t-il en F1 en 2027? Bah, en soi, la seule autre possibilité que je vois, c'est Ritomo Miyata. Ça peut peut-être surprendre, mais Ritomo Miyata qui explose, et dans ce cas, qui peut peut-être aller shipper la place de Kamara, hein. Ça peut être une menace. Mais genre, ouais, un Ritomo Miyata qui serait mis chez Toyota. Ou que surprise, Gasly parte. Ah bah alors si Gasly, oui mais enfin Gasly il a un contrat déjà pour jusqu'à 2028 et si Gasly part on peut imaginer que ça sera pour aller dans une autre équipe. Donc je pense pas. Je suis con, j'ai mis oui en pensant à Browning. Ah bah, c'est une prédiction sur la F2 de 2026. Euh, Non, enfin de la grille de F2 de cette année, j'en vois pas. J'en vois pas. Euh, Qui succédera à Montoya pour le prix Bruno Michel Mecachrome du moteur cheaté de l'année? Bah ça peut être encore du Montoya, ça peut être du Villa Gomez ou du Boya, hein, je sais pas, hein. Ça, c'est vraiment du full random, hein, cette question, hein, comme à chaque fois. C'est vraiment du pur feeling. Ou un petit Varonet, hein. Non, mais Camara, c'est pas tant le moteur, c'est comme les gens qui critiquaient le moteur de Bortoleto à l'époque, c'est juste l'Invicta qui est la meilleure, qui est la meilleure. Noël Léon. Oh, je suis d'accord. Oh, je suis d'accord avec Noël Léon. Oh, carrément. Oh, carrément, ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je le sens bien aussi. Un Français arrivera-t-il en fin d'année? Ah, donc Justin Aldellini, il y a le choix, ou alors non, première année de l'histoire de la F2, donc depuis 1967 sans Français. Je vais dire oui, parce qu'on a quand même un Justy qui est filière Williams, mais encore faut-il qu'il performe et batte ses coéquipiers. Il y a Naël, qui a quand même un certain budget. Maintenant, ça veut pas forcément tout dire. Par exemple, Samy Mektounif avait un gros budget, avait quand même un gros budget pour un pilote français et il n'était pas arrivé sur la fin d'année. Euh, voilà. Naël Chivard, je serais pas vraiment surpris, ça pourrait être sympa, ouais. Non, ils sont pas tous fauchés, non. Non, 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 non. Naël, il est pas spécialement à plaindre. Deligny, ouah, ça serait dur. Non, Deligny, ça serait dur aussi. Et puis, je pense aussi que sportivement, il va repartir sur de la F3 l'an prochain. Naël à la place de Tsolov qui remplace Lawson. Mais carrément, mais carrément, carrément. J'ai envie de dire oui, j'ai envie d'y croire. Je crois plus en Théophile Naël, je dirais. Que fera Colton Herta cette année? Top 10. J'y crois pas, hein. Moi, j'y crois pas, hein. La prophétie Colton Herta, je n'y crois pas. Ouais, top 10, quelques podiums. Peut-être qu'il va profiter des grilles inversées, hein, etc. Naël discussed a lot with Mercedes. J'ai l'impression qu'il nous sort des infos un peu random là aujourd'hui, Mystery AMC. Euh, Même si bon, de toute façon, c'est pas un secret, hein, Naël a eu des discussions avec des équipes de F1 et vu ses performances, on va dire que c'est assez logique. L'équipe de choc ex-Racing Fittipaldi Shields marquera-t-elle un point? Pour moi, je vais mettre oui. Parce que, alors plutôt du côté Fittipaldi. Euh, ouais, voilà, 20 pour Hertha, ouais, trop de trucs nouveaux à apprendre, je suis d'accord. Ouais. Et pour ex-Racing, enfin, la F2 est assez folle. Des safety cars, qui me tombent au mauvais moment, une stratégie alternative. On comprend pas, quelqu'un qui se fait voler d'une victoire et puis au final on voit une ex qui arrive quatrième de la course. Voilà, je pars ça. Et maintenant le top 5 pour la F2 en 2026, nous disions. Puisque sinon, bah, sinon voilà. Euh, Votre top 5, donc on va partir sur Camara. Jusqu'ici, tout va bien. Euh, Attends, moi déjà de base j'ai envie de mettre Soloff dans le top 3.
Il y a aussi du Dunn, il y a aussi du Mini chez MP, mais je pense MP va être peut-être un peu juste. Euh, je vois plus Soloff, genre, je sais pas, un troisième, mais il faudrait un autre vice-champion, peut-être, je sais pas, un Beganovic, hein. Je sais pas. Beganovic, hein, on rappelle que Dams, quand même, a été vice-champion avec Jack Crawford, enfin, vice-champion pilote. Euh, puisque... Ah, mais Tsoloff a vraiment très bien démarré sa carrière en F2, hein. Ouais, il y a Dunn aussi, hein, tout simplement Dunn, hein. Dunn qui est redoublant en plus, mais il faut qu'il arrête de faire autant d'erreurs. Camarade, Soloff, Turksen, Beganovic, Dunn. Je pense qu'il y a. Attendez. Camara, si on met Camara, on met Tsoloff, on met Dunn, on met. Pour l'instant, c'est pas dans l'ordre. Beganovic, et j'ai envie d'en mettre un cinquième. Euh, Peut-être Mini, hein. Peut-être Mini, ou même un Durksen, hein. Même un Durksen, ça peut le faire. Ou Erta Miyata, hein, aussi. C'est aussi des candidats. Stenson, pour moi, c'est peut-être un petit peu trop tendre, peut-être. Je vais. Mini. Mais j'ai peut-être trop d'espoir en Mini. À chaque fois, à chaque fois, je suis déçu. Ouais, Durksen. Oh, Durksen. Ouais, allez, Durksen. Maintenant, dans quel ordre? Je vais mettre plutôt Camarade Solov, tiens. Et en vrai, encore vice-champion F3. Dunn, je le vois plutôt. Hop, hop. Voilà. Alors là, vraiment, c'est du gros pif, hein. Camarade Solov Beganovic. Dunn Durksen, hein. Voilà. Mais. Ouais, chez Invicta, peut-être qu'on sera plus focalisé sur Camara, et du coup, ça va être compliqué pour Durksen. Et. Je vais partir là-dessus, hein, je pense quand même. Erta, j'y crois pas. Erta, je pense, il va faire top 10. T'as si peu confiance en Dunn? Pour moi, il n'a pas appris de ses erreurs. Euh, Non, encore vice-champion de F2 du coup. Bilinski 5. Bon, ça serait une saison exceptionnelle pour Dams, hein, dans ce cas. Mais je pense que Dunn va gagner la F2 et va choquer tout le monde avec son calme. J'y crois pas. Très honnête. Alors, c'est des choses que je vais peut-être ressortir. Des extraits que je vais peut-être ressortir en fin d'année, quand on fera le débrief de ces pronostics. Mais très honnêtement, enfin, ouais, je serais très étonné si Camara ne gagnait pas. Je vois aucun autre pilote gagner la F2. Maintenant, voilà, peut-être que ça va se retourner contre moi, mais au moins on aura eu une phrase, un extrait assez rigolo à sortir, quoi. Je vais valider, boum, voilà, pas de second thought. Ok, et donc nous avons quand même au final 122 réponses. Très bien. Je m'attends à avoir une déferlante Camara. Ah oui, votre pseudo, oui. Le pseudo de chacun, donc comme ça je pourrais analyser si besoin les réponses de chacun, très bien. Tiens, FCB Noah 7, on va voir tes pro. Non, bon, je vais pas non plus. Je vais pas non plus mettre vous afficher devant tout le monde. Camara, quand même, 80%. Attendez, je vais zoomer comme la dernière fois. Hop. Donc Camara, 80%, on a quand même un 9% pour Dunn. Et puis ensuite, c'est anecdotique, hein, Metsolov, Durksen, Mini, Woodstad, Rico Schlemoun, le pilote réserviste de Van Amersfoort. Ouais, bon bah voilà, 80%, 80% de Rafael Camara, c'est un petit score de dictateur, voilà, un score de despote. Qui sera champion équipe? Wow, encore pire, 84%. 83,6 pour être plus exact. Et on a quand même Rodin, ouais, 8%, Stenson Dunn, c'est vrai que c'est un sacré duo, mais je pense que Stenson ça va être tendre quand même, hein. Je le vois pas trop. On a aussi un peu de Campos, un petit peu de MP, de Woodstock et le X, ouais. Alors X, j'ai même pas relevé tellement c'était stupide. Bon, voilà. Wow, purée, la F2 c'est ultra prévisible, hein. 80% c'est quoi? Un crack générationnel déjà. Qui sera la révélation de l'année, le rookie le plus marquant? Bon, on a 58% quand même de Camara, mais voilà, c'est un petit peu plus varié. On a 7% de Hertha,
16% de Tsoloff, 11% de Stenson. Purée. Stenson, moi je le vois pas aussi haut, hein. Je le vois pas aussi haut. Bilinski, Boya, Varone, Woodstock, Tassanapol, Trafosak. Ouais, il y a quand même une majorité de Camara qui est attendue, on va dire. Ces clips. Non, mais t'en fais pas, de toute façon, je vais le ressortir de moi-même, hein. J'avais fait pareil l'an passé, j'avais fait un petit teaser du live et j'avais sorti les pires extraits de l'année. Bref, voilà. Euh, on est d'accord pour le moment. Raphaël Camara sera-t-il en effet en 2027? Purée, vous êtes aussi optimiste que moi, mais voilà, en termes de timing, ça sera pas évident non plus, hein. Donc oui à 80%, mais le timing, pas évident. Pas évident. Avec Berman, avec Hamilton, avec potentiellement Toyota qui peut l'embêter, ça peut être embêtant. Colton Herta sera-t-il en F1 en 2027? Non à 70%. Euh, alors qu'il y a quand même, voilà, personnellement chez Cadillac, je pense que je pense que Pérez va éteindre Valtteri Bottas, puisque Valtteri Bottas, pour moi, il était un petit peu garé sur ces 3 dernières années avec Alfa Romeo. Euh, et je pense que Pérez va l'éteindre. Pérez, il a un contrat de 1+1, Bottas, je crois, un contrat que d'1 an, je crois, ou alors c'est en tout cas l'option qui n'est activable que par l'équipe. Voilà, il peut y avoir de la place. Il peut y avoir de la place, je pense, pour Colton Herta. Mais pour moi, ça risque d'être un petit flop en F2. Nicolas Tsolov sera-t-il en F1 en 2027? Non, à 66%. Alors ça, pour moi, limite, c'était le plus safe. C'était le gars dont pour lequel c'était le plus sûr. Donc moi, je suis dans la minorité, pour une fois, avec les 34%. Bah pour moi, enfin, voilà, Lawson est sur un siège éjectable et c'est un pilote compétent, rapide. Euh, voilà, c'est le prochain dans la galaxie Red Bull et je pense qu'il va performer sur cette année de F2. Je dis pas qu'il va être champion, mais voilà. Alex Dunn sera-t-il en F1 en 2027? Ah, notre ami Alex Dunn, hein, qui ne laisse personne indifférent. 51% de oui et 48% de non, donc j'étais dans la minorité là encore. C'est dingue. Iwasa plus Lindblad, what the fuck? Mais Iwasa c'est un pilote Honda, enfin il n'est plus dans les plans de Red Bull. Il est plus dans les plans de Red Bull. Dunn a plus de chances que Tsoloff peut-être. Bah selon vous oui, selon moi non. Enfin, je sais pas, ça demande beaucoup de choses déjà. Faut qu'il gobe ses défauts, faut qu'il faut qu'il surperforme pour compenser son manque de budget, et faut que Colapinto fasse une mauvaise année. Ça fait beaucoup de si, je trouve. Euh, voilà. Voilà, ça fait beaucoup d'hypothèses. Un autre pilote montera-t-il en F1 en 2027? Non, à 90%, pas trop de surprises. Qui succédera à Montoya pour le prix de Michel Mecacron du moteur cheaté de l'année? On a du Durksen, Herta, Boya, Leon, Dunn, Fittipaldi, Camara, Goethe, Villagomez, Beganovic, Varone, Durksen, Warnepen, Mini, Bilinski. Ok, Intrapovasak, Soloff, Mini, Durksen, Fittipaldi, attends. Ouais, Fittipaldi, Shields, Leon, Woodstock, Durksen, Durksen, Shields, Noël, Léon Marchand, Varone, blablabla, Intrapovasak, Fittipaldi, Montoya, Van de Soloff. Ok, donc quand même pas mal les mêmes noms qui reviennent, on verra rien. Un Français arrivera-t-il en fin d'année? Oui, à 65%. Et ben on espère que vous aurez raison. Et on espère qu'on aura raison. Parce que sinon, bah, ça serait vachement triste quand même, une première historique. Que fera Colton Herta cette année? Et bah, là encore, je suis dans la majorité, 65% de top 10 avec des podiums. Euh, il n'y a personne qui le voit champion. Comme ça, c'est vite vu. 19% joue le titre, fait des victoires régulières, et 15% de hors top 10. Là, ça serait une giga clim s'il fait hors top 10. Alors Thiago, non, non, on est sur la toute fin du live, et pour la F3, je t'invite à aller sur la chaîne YouTube Percy F1, où on a déjà fait ça, cet exercice pour la F3, et où il y a la rediffusion qui est disponible. L'équipe de choc X-Racing Fittipaldi Shields marquera-t-elle un point?
Oui, à 48% en minorité. Mais non, moi je pense que la F2 c'est assez fou pour. On peut même avoir un point dès ce week-end, hein, très honnêtement. Malgré ce line-up d'une faiblesse choquante, je pense que vraiment c'est possible. Votre top 5 pour la F2 en 2026, bon, beaucoup de Camara en premier. Parmi les autres pilotes, Dunsolov, Beganovic, Jurksen, blablabla, c'est souvent les mêmes noms. On a aussi Mini, on a aussi Leon, Stenstorm, on a aussi du Boya, on a aussi beaucoup de fois les Miyata, tiens, je l'avais oublié. Euh, voilà, c'est toujours les mêmes noms, il n'y a pas de nouveaux noms là. Alors, Schlemun, Fittipaldi, Herta, Shields, je crois que c'est un troll. Blabla. Goethe, tiens, Goethe. Ok, bon, c'est beaucoup de fois les mêmes noms sans trop de surprise. Bilinski, tiens, un peu de Bilinski. Ce serait une grosse surprise, mais en soi, il est avec Dams. Ils sont tous nuls. Ah, la haine. Ok. Ok. Bon, attends. Alors, je vais peut-être pas l'afficher, mais j'ai envie de voir quel était le pronostic que Meduzme nous a affiché. Donc, je ne le montre plus à l'écran. Mais, alors, toc toc, puisque il ou elle, je sais pas, nous a vendu un truc. Ah, mais je sais pas, c'est le combientième, mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc autour de la question 19. Pouf. Non. Alors. Ah non, c'est ultra mal rangé. Oh non, c'est ultra mal rangé. Ah, bon bah c'est ultra mal rangé, donc je vais pas pouvoir le voir aussi facilement. Bon, tant pis. Juste va dans individuel. Bah oui, mais va dans individuel, mais encore faut-il que je trouve sur le bon, que je tombe sur le bon, hein. Parce que là c'est dans n'importe quel ordre. Je croyais que c'était dans un ordre chronologique, mais absolument pas. Non, genre vraiment pas. Non, c'est pas dans l'ordre, donc bah, c'est pas très pratique. Par contre, ça va être rigolo de voir les pronostics de chacun. Ah. Bon, bah écoutez, je vais faire ça hors live là, puisque je pense que ça va prendre trop de temps. À tous les coups, c'est le pronostic 122. Bon, tant pis. Allez, bref, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, d'avoir été aussi nombreux à discuter, à faire vos pronostics, à faire tout ça. Vous savez quel est le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, il n'est pas à 18h30. Non. Il est vendredi. Il est vendredi à 3h50 du matin. À 3h50 du matin, on va faire le live de la qualification F3, F2, qualification à 4h du matin, qualification de la F2 à 4h50 ou 4h55, quelque chose comme ça. On se retrouve vendredi 3h50, reposez-vous bien, moi je ne vais absolument pas me reposer car demain je vais à un concert, donc je vais être complètement éclaté, ça va être génial, ça va être génial, j'ai hâte de vous voir, de vous voir debout à 4h du matin, je pense que vous avez aussi hâte de voir ma tête de déterré à 4h du matin, c'est la petite tradition annuelle, mais pour rien au monde on ne manquerait ce premier week-end de la saison de F2 et de F3, donc concert de qui? Orelsan, car je suis très original comme personne, voilà, même si j'ai pas trop aimé son dernier album, concert d'Orelsan. Bref, je pourrais faire un débrief de ce concert si ça vous intéresse à 3h50, puisque je vais probablement faire une nuit blanche après le concert, hein. Enfin, je vais pas m'endormir, voilà. Ça réveille le bébé la nuit pour la F2, F3, c'est beau. Ah bah oui, elle va suivre avec nous la qualif. Non, mais je pense pas que je vais faire live à côté, puisque la chambre de la petite c'est de l'autre côté de ce mur. Donc, je pense qu'on va faire live dans la cuisine ou dans le salon, quoi, on va dire. Bon,
Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. N'hésitez pas à acheter les derniers numéros d'Auto Hebdo. Il y a le guide F1, forcément. Et dans le numéro qui est sorti après, il y a une interview de Matteo Giacardi que j'ai réalisé, le pilote monégasque qui est engagé en Formule régionale européenne cette année. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Reposez-vous bien. Jeudi, Jeudi, voilà, c'est le dernier jour de repos, et puis ensuite ça va enchaîner les nuits blanches pour suivre la F2 et la F3. Rendez-vous vendredi, 3h50. 3h50. Rendez-vous vendredi, 3h50. Bonne soirée. Bye bye.